Merci à tous d'être là. Peut-être que certains vont se connecter dans les minutes qui viennent. Goûter de réhabilitation. Chacun et chacune commence à avoir repéré ce rendez-vous organisé, coordonné par le CREAPS, donc le Centre support de réhabilitation des Pays de la Loire. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Julien Dubroc, qui est psychiatre et pédopsychiatre en psychiatrie périnatale à l'Erasmus Medical College de Rotterdam et également au CHU de Saint-Étienne. Et donc, Julien va nous parler de stigmatisation, de déstigmatisation, d'autostigmatisation et de ces thèmes-là qui nous tenait à cœur dans le contexte d'un travail sur comme vous le savez, la réhabilitation et le rétablissement. Alors d'abord, je vais commencer par vous redonner les consignes pour tout le monde. Donc, comme vous le savez, pour des raisons de confort pour les orateurs, de confort pour les auditeurs aussi et les spectateurs, on vous demande de fermer vos micros sur vos ordinateurs. Donc, les micros, c'est en bas à gauche de votre écran Zoom. Et de fermer vos caméras également pour des questions de droit à l'image, parce que les goûters sont enregistrés via Zoom et cet enregistrement ensuite est mis en ligne sur la chaîne YouTube et le site internet du CREPSI des Pays de la Loire. Voilà, donc merci de bien penser à fermer vos micros et à fermer vos caméras. Donc, pour les mêmes raisons, les questions que vous souhaiterez poser à nos orateurs auront lieu sur le chat. Donc, pareil, c'est en bas de votre écran, vous avez comme une petite bulle de BD avec écrit discussion. Là-dessus, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez les poser sur cet endroit-là. On va les récolter et ensuite je les relayerai aux orateurs. Donc, le programme d'aujourd'hui, je vous ai présenté notre guest, notre invité qui est Julien Dubroc. Donc, le goûter va se passer en 2 temps à la demande des spectateurs des derniers goûters. Donc, on fera une petite pause au milieu, en fait, au bout entre 3/4 d'heure et 1 heure, on verra, de 5-10 minutes pour que vous puissiez respirer, aller vous dégourdir les jambes quelques minutes. Donc, Julien va intervenir dans la première partie de ce goûter. On aura un temps d'échange ensuite, libre, avec autant de questions sur le chat que vous souhaitez. Et après la pause, on aura le témoignage de Magali Benoît, qui est une personne concernée, qui a participé à des programmes d'éducation thérapeutique au CRESERC et qui a aussi collaboré comme bénévole à des programmes de TP d'éducation thérapeutique au CRESERC également. Et elle va intervenir sur un format vidéo, une capsule qu'elle a créée parce que malheureusement elle était opérée aujourd'hui, donc ça tombait pas du tout possible, c'était pas du tout possible pour elle de se joindre à nous. Donc on pense à elle et elle sera sur un format vidéo. Et ensuite Delphine Ricci qui nous partagera l'expérience au CRESERC, donc au centre de proximité de réhabilitation de Nantes, de la création d'un programme d'éducation thérapeutique sur la déstigmatisation en santé mentale. Donc voilà, mise en pratique sur cette thématique-là. Donc vaste programme. On finira au plus tard de toute façon à 17h, quoi qu'il arrive. Et d'ici là, je vais laisser la parole à mes collègues. Donc je vous rappelle surtout, merci de fermer vos micros et aussi vos caméras, surtout pour des histoires de droit à l'image, qu'on ne soit pas embêté et que personne soit en difficulté avec ça. Donc, merci Julien pour cette participation et puis je te laisse la parole et pour nous parler de ton travail autour de ces riches questions de stigmatisation. Merci beaucoup Marion, merci à tous pour l'invitation. Est-ce que vous voyez bien l'image et est-ce que ça va aussi au niveau du son? Alors normalement j'ai mis en plein écran. Ouais, on voit très bien. Je suis ravi de vous parler aujourd'hui de tous ces sujets-là et principalement aussi de comment prévenir ou réduire l'autostigmatisation, qui est un sujet qui nous intéresse forcément tous en réhabilitation, qu'il s'agisse des personnes concernées, des proches aidants ou des professionnels de santé mentale, intervenant ou pas en réhabilitation, puisque c'est l'affaire de tout le monde. Quelques rappels sur la stigmatisation.
Donc la stigmatisation, c'est un concept qui a été défini il y a bien longtemps, même s'il y a quelques stigmatisations qui ont pu être positives, les stigmates du Christ par exemple, la plupart du temps la stigmatisation, c'est pas du tout positif, c'est un attribut ou une caractéristique qui renvoie à une identité sociale qui est dévaluée dans un contexte particulier, et ça a été très évalué par Irving Goffman qui est allé à l'époque dans les asiles psychiatriques américains pour aller regarder un petit peu ce qui se passait et aller définir un peu ça. Ces travaux ont été repris dans les années 80 par Bruce Link, qui a décrit 5 composantes au processus de stigmatisation, avec à la fois le fait de distinguer et étiqueter des différences entre deux groupes sociaux, que ces différences soient associées à des stéréotypes négatifs, qu'on fasse la distinction entre nous d'un côté et eux de l'autre, et on verra que ça a un lien important par rapport même aux caractéristiques des locaux des services de santé mentale, et il va y avoir une perte de statut social et une discrimination. Il y a différentes formes de stigmatisation que vous voyez à l'écran, que je prendrai le temps de détailler au fur et à mesure. La stigmatisation publique, déjà, donc ça, comme vous le savez, en fait, elle est extrêmement répandue dans la société. Si vous voyez à droite de l'écran, c'est l'étude qui date maintenant d'il y a un certain temps, qui avait été menée par Jean-Luc Roland sur les comportements et attitudes associés aux termes fou, malade mental et dépressif. Vous voyez tout de suite, quand on prend fou et malade mental, commet un meurtre, commet un viol, commet un inceste, bat sa femme, ses enfants, etc. Donc c'est quand même très très sympathique. Ces stéréotypes, ils sont rangés finalement en 3 grandes catégories. La dangerosité, dangerosité pour les autres, dangerosité aussi pour soi-même et le fait d'être perçu comme imprévisible. Des stéréotypes qui sont dans le fait de l'incompétence, c'est-à-dire l'incapacité à travailler ou à vivre de façon autonome et le fait d'être un fardeau pour la société. Et l'incurabilité, qui est le fait que le rétablissement est totalement impossible dans les troubles psychiques. Et donc, ces 3 catégories de stéréotypes sont extrêmement présents dans la société et expliquent un certain nombre d'attitudes que les personnes vont avoir par rapport aux personnes qui ont des troubles psychiques. Si vous regardez du coup en bas à gauche, c'est une étude qui a été menée donc par Isabelle Durand-Zaleski à l'époque, qui comparait dans la schizophrénie, les troubles bipolaires et l'autisme en France, les réponses de 1000 participants. Vous voyez que sans surprise, la dangerosité pour les autres, la schizophrénie explose un peu les compteurs, que la dangerosité pour soi-même, schizophrénie et trouble bipolaire, c'est à peu près équivalent, mais que si on regarde l'incapacité à travailler, eh ben, les personnes avec autisme et les personnes avec schizophrénie, pour à peu près 20% des gens, les personnes ne peuvent pas travailler. Et ça, c'est des choses qui sont très fréquentes, très présentes dans la société et qui forcément donc, vont être perçues par les personnes concernées. Donc cette stigmatisation publique, là encore, c'est une étude qui a été faite sur plus de 6000 personnes dans tous les pays du monde, de l'Amérique du Sud à l'Asie du Sud-Est, en passant par les pays européens. Et donc vous voyez, en fait, plus c'est rouge et gros, plus c'est pourcentage de comportements stigmatisants, à la fois pour la schizophrénie et pour la dépression. Là, je vous l'ai mis pour la schizophrénie, mais il faut savoir que pour la dépression, les réponses sont malheureusement pas si différentes que ça, avec comme caractéristiques qui sont les mêmes que celles que je vous ai dit, mais aussi le fait que les personnes avec schizophrénie ou avec dépression d'ailleurs ne devraient pas avoir la garde de leurs enfants. Pour plus de 80% des gens, ne devraient pas exercer comme enseignants ou occuper de fonctions managériales pour plus de la moitié des gens. Vous voyez sur quoi ça se met en place. À la fois sur des choses où il y a la question de la divulgation, où il y a la question du fait d'accepter d'être ami, d'accepter de partager euh, même simplement en fait une activité avec les personnes, mais dès lors qu'il y a un poste à responsabilité ou une activité à responsabilité comme le fait de s'occuper d'enfants, là les personnes deviennent tout de suite beaucoup plus stigmatisantes. Cette stigmatisation est aussi beaucoup plus marquée en Asie du Sud-Est et en Europe du Sud et de l'Est pour un certain nombre de raisons qu'on discutera. Cette stigmatisation publique, alors est-ce qu'elle change? Eh bien, malheureusement, ça ne change pas trop. C'est assez stable dans le temps. Ce qu'on observe en fait dans les pays qui ont mené des grandes campagnes de déstigmatisation, comme par exemple l'Allemagne, mais aussi le Royaume-Uni, si on prend, donc là c'est l'Allemagne que vous voyez à l'écran, entre 90 et 2005, ce qu'on repère en fait, c'est que les attributions en termes de causes, c'est devenu plus biomédical. Il y a plus de gens qui disent que ça a des causes génétiques ou comme cause des anomalies de la neurotransmission. Mais par contre, les attitudes envers les personnes avec dépression n'ont pas bougé, mais les attitudes envers les personnes avec schizophrénie sont devenues plus négatives au cours du temps.
C'est-à-dire que plus ça passait, plus il y avait de campagnes, plus les gens avaient des meilleures attributions causales, et ben, plus ils stigmatisaient. Donc il y a plein de gens qui se sont intéressés à essayer de comprendre pourquoi. Et la réponse est assez simple. En fait, ces causes biomédicales et génétiques notamment avaient entraîné plus de peur de la contamination, de la transmission génétique et moins de volonté que ces enfants jouent avec les enfants d'une personne qui a un trouble psychique, d'avoir un proche qui se marierait avec une personne qui a un trouble psychique et une peur un peu de l'attraper, en quelque sorte, qui a entraîné des attitudes aussi plus négatives. Il y a aussi le fait que, en général, dans la société, les choses bougent. Et si vous voyez du coup en bas à gauche, ce qu'on remarque au cours du temps, c'est que bien que l'image de la psychiatrie se soit largement améliorée depuis les années 90, en Allemagne, dans les années 90, les personnes identifiaient vraiment des asiles psychiatriques et considéraient que les personnes étaient maltraitées dans ces éléments-là. Là, c'est beaucoup plus une image de lieu de soins. Par contre, ces lieux de soins, on n'en veut pas en ville, on ne veut pas créer des nouveaux lieux de soins. Et la population va avoir de plus en plus de soutien aux mesures de contrainte qui vont par rapport aux personnes qui sont perçues comme étant potentiellement dangereuses. Si vous voyez donc pour la schizophrénie en bas à gauche, la question de la violence par rapport à soi-même et par rapport aux autres, vous avez en rouge, c'est 96, en turquoise, c'est 2018. Vous voyez qu'en 2018, il y a plus de gens qui considèrent que les personnes avec schizophrénie ont un potentiel de violence envers les autres. Et du coup, plus qui vont soutenir le fait que ces personnes soient contraintes aux soins ou contraintes à l'hospitalisation. Donc c'est un certain nombre de paradoxes. Une image de la schizophrénie qui change pas trop au cours du temps, une image de la psychiatrie qui s'améliore, mais en même temps, on n'en veut pas trop de ces nouveaux lieux de soins en ville, et on soutient plus les mesures de contrainte et le fait d'isoler les personnes. Cette stigmatisation, elle est aussi présente dans le système de soins. Et elle va se manifester de façon différente, à la fois dans les soins de santé physique et dans les soins de santé psychiatrique. Si on regarde au niveau de la santé physique, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Un moindre accès à des soins de qualité standard. Il va y avoir une surattribution des symptômes à une pathologie psychiatrique et puis le fait de ne pas prescrire des examens complémentaires, puisque de toute façon, la personne ne va pas les faire. Et aussi pas faire de recommandations, par exemple, sur la santé physique, le tabac, le régime alimentaire, etc., puisque de toute façon, le pauvre, avec la maladie qu'il a, il a déjà bien assez à faire. Et en même temps, il y a cette question aussi de la dangerosité qui va être estimée dans le baromètre de l'UNAFAM à plus de 70% par les médecins généralistes et à 90% par les pharmaciens. Donc c'est quand même encore très très présent et ça a des grosses conséquences sur l'accès aux soins. Au niveau des soins psychiatriques, ça va évidemment être différent en termes de dangerosité. Beaucoup moins de professionnels de santé mentale vont avoir du coup ces attributions-là. Par contre, ils vont avoir une vision très pessimiste des possibilités d'évolution et de rétablissement, une tendance à surprotéger les personnes. Par exemple, tentez pas d'avoir un travail parce que vous risquez de rechuter. C'est pas une bonne idée d'entamer une relation de couple ou de commencer une grossesse ou d'avoir des enfants parce qu'attention, vous risquez de rechuter. Et il y a aussi la question du désir de distance sociale. Alors là, c'est plus marqué chez les psychiatres, qui, parmi les professionnels de santé et les professionnels de santé mentale, sont ceux qui ont le moins tendance à avoir des attitudes positives envers le fait, par exemple, que leurs enfants fréquentent des enfants de personnes qui ont des troubles psychiques. Donc typiquement, on n'est pas à l'abri de ça non plus, d'autant que ces attitudes stigmatisantes sont souvent très implicites et elles peuvent aussi être retrouvées chez des professionnels qui travaillent dans des équipes orientées vers le rétablissement ou des équipes de réhabilitation psychosociale, comme par exemple des équipes de suivi intensif dans le milieu. C'est des choses qu'on pouvait remarquer finalement en regardant les attitudes explicites des personnes et un test d'association implicite. On voyait que cette stigmatisation se marquait quand même et était caractérisée par des attitudes un peu plus paternalistes. La stigmatisation, elle est aussi structurelle. Alors, quand on dit stigmatisation structurelle, c'est tout ce qui va être associé à la loi, aux médias et à l'ensemble de tout ce qui va être administratif. Donc, c'est à la fois les lois ou pratiques qui vont restreindre la liberté des personnes qui ont des troubles psychiques. Ça peut être la question du droit de vote, de siéger dans un jury, d'exercer des responsabilités. Dans certains États américains, d'avoir la garde de ses enfants. Et c'est régulièrement d'ailleurs un motif, les troubles psychiatriques d'un des parents qui peut être utilisé dans le cadre de séparation conflictuelle pour obtenir une garde exclusive de l'enfant, même si ça devrait clairement pas l'être. Cette stigmatisation structurelle, elle se manifeste aussi par un budget très inférieur accordé au domaine de la santé mentale par rapport aux autres problématiques de santé. Là encore, un petit exemple venant d'un pays qui est l'Allemagne, qui avait fait donc en 2001 et en 2011, je crois,
avait interrogé les personnes sur, en cas de crise économique majeure, bon, vous n'avez pas pensé au Covid, mais bon, en cas de crise économique majeure, s'il fallait préserver une pathologie des coupes financières, laquelle vous sauveriez? Sans surprise, les gens disaient 80% le cancer. Et ensuite, tout en bas de l'échelle, il y avait 10% la schizophrénie et la dépression. Qu'est-ce qui a changé 10 ans après? La dépression est montée à 20% d'opinion favorable et la schizophrénie est restée à 10%. Donc c'est aussi, cette stigmatisation, elle est aussi associée à ça. Et là encore, le fait de financer des dispositifs comme les centres supports de réhabilitation psychosociale, mais aussi les dispositifs d'emploi accompagné ou les dispositifs de logement accompagné ou de housing first, c'est une façon de réduire cette stigmatisation structurelle. La stigmatisation structurelle, elle se manifeste aussi dans le traitement médiatique des personnes avec troubles psychiques sévères, avec tous ces fameux usages métaphoriques, par exemple le comportement schizophrénique, cette position qui est complètement autiste, etc. Sachant que les usages non métaphoriques, c'est principalement des thèmes relatifs à la violence et à la dangerosité, plus particulièrement dans la presse quotidienne et régionale que dans la presse nationale. Il y a tout un travail qui a été réalisé avec les journalistes, mais il y est encore malheureusement possible de voir schizo, barjo, comment la société légère, ou ce schizophrène fait telle chose, qui du coup illustre et colporte un peu cette stigmatisation. Alors la stigmatisation, il faut savoir que du coup, les patients en sont très largement conscients de cette stigmatisation. Plus de 70% des gens vont être conscients de ça. Pourquoi? C'est assez simple. C'est que la stigmatisation, c'est une construction sociale qui est très précoce, qui apparaît globalement vers 4 ou 5 ans et qui est à peu près stable, en même temps que les préjugés sur le genre, les préjugés sur la race, sur les blondes, sur tout ce que vous voulez, qui peuvent du coup arriver dans ces moments-là, et qui sont aussi favorisés par les dessins animés que peuvent regarder les enfants. Vous regarderez le film Madagascar, notamment dans sa version américaine. À un moment, vous avez le, le zèbre qui dit qu'il veut repartir à l'état sauvage, et le lion, Alex, qui lui répond qu'il est complètement... Il ne faut pas écouter les pingouins qui sont retournés à l'état sauvage, ils sont complètement psychotiques. Et ça, c'est un dessin animé qui va être présenté à des enfants très jeunes. Et dans les Walt Disney, globalement, il y a à peu près 1 tiers à 2 tiers de comportements stigmatisants ou de façon de se référer aux troubles psychiques de façon stigmatisante. Donc ces stéréotypes, ils sont bien présents dans la société. Les personnes, avant de devenir malades, les ont en tête, sauf qu'en fait, au moment où ils commencent à présenter les symptômes d'un trouble psychiatrique, ça va d'un seul coup prendre une signification beaucoup plus personnelle. Et là, à ce moment-là, ça va être, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, la question d'un diagnostic ou même le fait de percevoir qu'on a des symptômes de maladie mentale, le fait d'être conscient de ces stéréotypes, là, ça va prendre d'un seul coup une dimension personnelle. Et si la personne s'identifie avec ce groupe de personnes qui ont des troubles psychiques et qu'elle pense que ces stéréotypes sont légitimes et que c'est une façon légitime de parler d'elle, là, à ce moment-là, il y a un risque d'auto-stigmatisation. Mais la stigmatisation perçue en elle-même, elle a déjà des conséquences. À la fois, elle augmente le stress lié à la stigmatisation, elle allonge la durée de psychose non traitée, elle est associée à plus de symptômes et un moins bon fonctionnement et une moindre avancée vers le rétablissement. Elle va aussi contribuer au fait d'anticiper la stigmatisation et d'avoir plus recours à des stratégies d'évitement. Je vous mets un exemple qui est celui de Patricia Digan. En 1993, c'est sa première admission en psychiatrie. Et donc elle dit, tout ce que je connaissais, c'était les stéréotypes que j'avais vus à la télévision ou dans les films. Pour moi, les maladies mentales, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde, les tueurs en série psychopathes, l'asile de fous, les imbéciles, les ciseaux, les dingues, les cinglés, la camisole et les fous délirants. C'était tout ce que je savais sur les maladies mentales. Et ce qui m'a effrayé, c'est que les professionnels disaient que j'étais l'une d'entre eux. Vous voyez bien ce processus tel qu'il se met en place. À la fois, cette stigmatisation, ça prend une signification personnelle et la personne va se retrouver confrontée au fait de s'identifier ou non à cette catégorie-là. La stigmatisation, elle est perçue, mais aussi elle est expérimentée. Vous voyez du coup à gauche, c'est en Angleterre, après 20 ans de campagne de réalisation sur la stigmatisation, les domaines de vie dans lesquels les personnes se sentent stigmatisées. En jaune, il y a la question des soignants, dans les services de santé mentale, mais aussi dans les services de santé physique. Après, il y a bien sûr la question du milieu social, familial, du fait de aussi trouver un emploi, également dans les relations sentimentales ou dans le fait de commencer une famille ou d'être dans ses capacités parentales, ce qui touche à peu près 20 à 25% des gens.
La discrimination, elle peut être avérée. Ça peut être vraiment cette expérience de discrimination, ne pas accorder un emploi à cause d'un trouble psychique, mais elle va être aussi caractérisée par ce qu'on appelle des microagressions. Les microagressions, qu'est-ce que c'est? C'est cette exposition qu'on peut avoir, par exemple, dans une pause, au travail, des gens qui vont parler de schizophrénie en disant ah là là, ça c'est complètement schizo comme élément, qui vont commenter un fait divers impliquant une personne avec schizophrénie. Ça va être considéré comme une microagression. Par exemple, Philippe Yanos, qu'on avait fait venir à Lyon en 2019, nous disait que lors d'une de ses conférences à San Francisco, il avait vu un mug qui était Alcatraz, Psycho Ward, etc. Ça va être tout ce qui va pouvoir exposer les personnes à la stigmatisation, qu'elle soit dans l'environnement, dans les discours des personnes, mais aussi dans le fait que si une personne annonce son diagnostic de schizophrénie à son interlocuteur, directement, l'attitude de l'interlocuteur va changer avec un interlocuteur qui va prendre moins la personne au sérieux et qui va avoir tendance à parler plus fort et à parler un peu comme à un enfant. Alors que la personne vient de dire qu'elle avait une maladie mentale, pas qu'elle était sourde. Mais directement, l'attitude de la personne, ça a été mesuré dans des études scientifiques, change dès lors qu'elle a connaissance d'un diagnostic de trouble psychiatrique sévère chez son interlocuteur. Donc cette discrimination, elle est bien réelle, elle fait que aussi les usagers l'anticipent. 70% des cas, les gens l'anticipent en cas de divulgation, ils l'anticipent particulièrement dans l'emploi et dans les relations sentimentales. Et dans un tiers des cas, des personnes qui ne rapportent pas d'expérience de discrimination avérée vont quand même anticiper d'être discriminées. C'est aussi présent chez les personnes qui ont des troubles psychiatriques débutants, dans 50 à 70% des cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si on prend des adolescents lors d'une première hospitalisation en psychiatrie, 50 à 70% des personnes vont anticiper d'être discriminés, mais ça va être le cas, puisque plus de 50% vont être rapportés des expériences de discrimination 6 mois plus tard, avec des conséquences sur l'estime de soi et la qualité de vie. Donc, comment on peut réagir face à la stigmatisation? Quelles sont les différentes réactions qui sont possibles? La première, ça va être ce qu'on appelle l'indifférence. Là, pour le coup, c'est une personne qui va dire « moi, ça ne me concerne pas. De toute façon, je ne suis pas malade. » Ça peut être associé à un manque d'insight, par exemple. Dire, moi, je suis pas malade, donc que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça ne me touche pas, ça n'affecte pas mon identité. Il y a également des personnes qui vont être très conscientes de faire partie du groupe des personnes qui ont des troubles psychiques sévères, mais qui vont considérer que ces stéréotypes, c'est rien que des bêtises, et qui vont les challenger, ce qu'on appelle la juste colère, et qui vont s'en servir pour avancer dans leur rétablissement. Ça va être une des composantes de la résistance à la stigmatisation. C'est souvent des personnes qui vont s'engager dans le milieu associatif, qui vont devenir pédants, et qui vont pouvoir aussi faire bénéficier les autres personnes de leur expérience par rapport à ça. Tu évoquais, Marion, la conférence donnée par Luc, qui est un très bel exemple de juste colère et de comment il a pu réussir à avancer dans ce processus-là. Et vous avez le troisième cas de figure, qui est le cas de figure où la personne va dire qu'elle va s'identifier au groupe des personnes présentant des troubles psychiques sévères, va considérer les stéréotypes comme vrais, en disant c'est vrai, ça concerne ces personnes-là, donc ça me concerne aussi, puisque j'en fais partie, ça va conduire au processus d'autostigmatisation. Donc, une autre notion, c'est la notion du stress lié à la stigmatisation. C'est quand en fait le préjudice lié à la stigmatisation excède les ressources pour y faire face. Ça va être augmenté par la stigmatisation perçue, par le fait de percevoir ces stéréotypes comme légitimes et d'être sensible un peu au rejet social. Ça va entraîner un sentiment de honte, plus d'anxiété, plus d'évitement, et puis une perte d'estime de soi et un sentiment de désespoir. Tout ça étant un facteur de risque d'autostigmatisation. Donc l'autostigmatisation, vous voyez à l'écran le schéma qui a été développé, le White Try Effect, pourquoi essayer, par Patrick Corrigan, du coup en 2009. Donc vous voyez les mécanismes, à gauche c'est les stéréotypes qui sont présents dans la société, le mécanisme qui conduit à l'autostigmatisation, il faut être conscient de ces stéréotypes, les accepter comme vrais pour les personnes avec schizophrénie et les considérer comme vrais pour soi-même. Ça a un effet de douche froide sur l'estime de soi, sur le pouvoir d'agir et sur l'efficacité personnelle, avec comme conséquence le fait d'être moins motivé pour s'engager dans des objectifs de vie, trouver un logement, trouver un travail, se marier, avoir des enfants, mais aussi s'engager dans les soins, parce qu'après tout, si ça n'a aucune chance de marcher, pourquoi je m'y engagerais? Pour vous illustrer du coup ce processus d'autostigmatisation, un témoignage de Kathleen Gallo qui est apparu dans Schizophrénia Bulletin,
Je me suis perçu à juste titre, malheureusement, comme ayant un trouble psychique sévère et donc comme relégué à ce que j'ai appelé les déchets sociaux. Je me torturais avec la pensée persistante et répétitive que tous les gens que je rencontrerais, même les étrangers absolus, ne m'aimeraient pas et souhaiteraient que les personnes malades mentales comme moi n'existent pas. À cause de cette pensée, j'aurais pu faire des choses comme m'éloigner des autres arrêts de bus, me cacher et ramper vers les coins les plus éloignés du métro. Me percevant moi-même comme un déchet, j'aurais même pu changer de trottoir lorsque je croisais d'autres personnes, pensant leur montrer le respect dû aux personnes d'une classe sociale plus élevée. Cette dernière catégorie comprenait bien sûr tous les êtres humains. Vous voyez ce témoignage qui est poignant, qui montre comment on passe d'une identité sociale qui est préalable, le fait d'être une personne qui est employée, étudiante, qui peut être le mari ou la femme de quelqu'un, frère, sœur, fils, fille, etc. Comment on va passer à le fait de pouvoir se percevoir comme un déchet social et se sentir inférieur aux autres. Vous voyez vraiment la question, qu'est-ce qui se passe dans ce processus d'autostigmatisation qui est l'inverse absolu du processus de rétablissement. Le rétablissement impliquant de dépasser les effets de l'autostigmatisation pour remettre la maladie à sa juste place. Si on regarde l'autostigmatisation dans le monde, là vous voyez à l'écran, est résultat d'une revue de littérature qu'on a menée donc avec Julien Place et Nicolas Franck sur le sujet, où on a été regardé, on a inclus plus de 280 articles dans le monde, dans toutes les aires géographiques, pour évaluer la fréquence, les facteurs qui pouvaient être associés à l'autostigmatisation et les conséquences de l'autostigmatisation. Globalement, ce qu'on retrouve, c'est que l'autostigmatisation affecte à peu près un tiers des personnes avec troubles psychiques sévères, avec quelques variations au niveau régional, notamment le fait qu'elle soit plus prononcée en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient pour les troubles psychiques sévères, et qu'elle puisse être aussi plus marquée pour la schizophrénie. Les facteurs qui sont favorisants de cette autostigmatisation, ça va être l'insight, cette conscience douloureuse des symptômes et des traitements, mais sans avoir la conscience de ses ressources et de la possibilité du rétablissement. Le fait de percevoir son environnement comme stigmatisant, y compris dans les attitudes des professionnels de santé mentale, d'être confronté à des expériences de stigmatisation ou de l'anticiper, ce stress lié à la stigmatisation, le fait de ne pas pouvoir mobiliser des stratégies de coping efficaces et de ne pas pouvoir bénéficier d'un soutien social ou familial. Les conséquences de l'autostigmatisation, elles sont très logiques. Perte d'estime de soi, dépression, augmentation du risque suicidaire, altération de la qualité de vie, altération du rétablissement, moins bonne adhésion au traitement, plus de symptômes positifs et un moins bon fonctionnement général. L'autostigmatisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est similaire dans les personnes qui sont, par exemple, à ultra haut risque de transition vers la psychose, ou les personnes qui ont des troubles psychotiques débutants, que chez les personnes qui vont avoir des troubles psychiatriques plus installés. L'autostigmatisation, elle peut contribuer du coup aussi à une transition par exemple vers la psychose. Cette autostigmatisation, il faut quand même savoir du coup qu'à la fois, il se pose toujours la question de est-ce que être étiqueté comme étant un risque de transition vers la psychose ou comme présentant des troubles psychiatriques débutants, voire présenter des troubles psychiatriques tout court, est-ce que ça va être associé? Est-ce qu'il y aura un effet stigmatisant du diagnostic en lui-même? La réponse est non, puisque la stigmatisation liée aux symptômes, par exemple le fait d'avoir des hallucinations ou des idées interprétatives, va être supérieure au fait de la stigmatisation liée au fait de suivre un traitement ou de suivre des soins psychiatriques. Par contre, se percevoir comme un risque de transition psychotique peut quand même être associé à une altération du bien-être, de l'estime de soi, un isolement social qui va être plus marqué, plus d'idées suicidaires et un risque de transition psychotique augmenté. Donc, comment faire finalement pour avoir les effets positifs de l'identification, le fait d'être soulagé? Mon expérience peut se comprendre, elle est partagée par d'autres personnes. Ça va être la notion justement de rétablissement qui va être centrale. Et c'est là où la notion d'être à risque de transition psychotique peut tout à fait être discutée, puisque le risque principal pour les personnes, en tout cas pour 80% d'entre elles, c'est de ne jamais développer, de ne jamais transitionner vers la psychose. Donc c'est la question aussi de comment on présente les choses et comment on met directement, on souligne plutôt les possibilités de rétablissement, les ressources préservées, les possibilités de réaliser tous les projets qu'on a, plutôt que la question des symptômes et du risque. Voilà. L'autostigmatisation et les facteurs culturels, donc la stigmatisation expérimentée, ce qu'on pensait pendant très longtemps, c'est que globalement les sociétés industrielles étaient plus individualistes et pouvaient être plus stigmatisantes que les sociétés qui soient de pays en développement, qui seraient plus collectivistes et qui feraient plus attention les uns aux autres. Globalement, c'est pas du tout vrai.
on s'est aperçu que la stigmatisation expérimentée était identique, voire supérieure dans les pays en développement, par exemple au niveau de l'Inde et de la Chine. La fréquence de la discrimination vécue est moins élevée, aussi tout simplement parce que les personnes ne sortent pas, anticipant d'être stigmatisées, et s'auto-stigmatisent beaucoup davantage. Ça va être plus marqué dans les pays asiatiques, en Afrique et au Moyen-Orient. Alors les facteurs qui vont jouer sur ça, ça va être l'attribution de la pathologie à des causes surnaturelles ou au contraire à des causes morales, sociales. Le fait de suivre un traitement traditionnel plutôt qu'un traitement d'un suivi psychiatrique. Et ce qui va jouer aussi, c'est le sentiment de honte par rapport à what matters most, ce qui compte le plus, c'est-à-dire l'incapacité à remplir des rôles sociaux qui soient culturellement valorisés, comme par exemple l'emploi, le mariage ou le fait d'avoir des enfants. Dans les pays asiatiques et chez les personnes immigrées d'origine asiatique, il peut y avoir aussi la question de la peur de perdre la face et la peur aussi des conséquences d'une divulgation sur l'ensemble du statut de la famille. Par exemple, si une personne est identifiée comme ayant un trouble psychiatrique dans la famille, ça pourrait avoir des conséquences sur les possibilités de mariage des membres de la fratrie, voire des membres des cousins ou autres. Donc c'est important aussi de prendre en compte ces facteurs culturels dans la réduction de la stigmatisation et de l'autostigmatisation, notamment dans la question de divulguer ou pas, où il faut prendre en compte ces éléments-là dans les avantages et inconvénients de la divulgation. Sur les résultats de la cohorte Réabase, auxquels probablement beaucoup d'entre vous contribuaient déjà et auxquels, du coup, beaucoup d'entre vous auront l'habitude de contribuer, on a étudié donc l'autostigmatisation dans cette cohorte. On a vu qu'elle était associée au stade précoce du rétablissement, le stade moratoire et le stade de conscience, ce qui est assez logique puisque l'autostigmatisation va être associée au fait de percevoir que le rétablissement n'est pas possible. Elle est associée à plus d'insight, un moindre bien-être et plus d'histoires de tentatives de suicide. Ce qu'on regarde aussi cette fois-ci, si on regarde la résistance à la stigmatisation, donc la résistance à la stigmatisation, c'est la combinaison des deux schémas que je vous ai présentés il y a quelques minutes, à la fois la réaction d'indifférence face à la stigmatisation, je ne suis pas malade, donc ça ne me concerne pas, et la réaction de juste colère, j'ai une maladie mentale, mais je ne suis pas psychotique et je peux faire changer les choses. Donc, on a été regarder la résistance à la stigmatisation dans la cohorte Réabase et à quoi elle était associée. Et quand on ajuste par le niveau d'autostigmatisation, on s'aperçoit que cette résistance est très fortement associée au stade avancé du rétablissement, à une probabilité fois 2,5 à peu près d'être dans le stade de reconstruction, le stade de croissance de l'autostigmatisation. Donc, cette résistance à la stigmatisation, on peut à la fois renforcer les capacités d'une personne à résister à la stigmatisation, réduire l'autostigmatisation, tout ça pour favoriser le rétablissement et le réengagement dans différents rôles sociaux. Un mot sur la stigmatisation par association, donc cette stigmatisation qui va toucher à la fois les proches, mais aussi les professionnels de santé mentale. Pour les proches, ça va être l'attribution d'une responsabilité dans l'apparition ou la récurrence des troubles. Pour les parents et pour les conjoints, d'ailleurs, ça se manifestera différemment. Pour les conjoints, ça va être cause de la rechute. Pour les parents, ce serait d'avoir une responsabilité dans l'apparition des troubles. Cette stigmatisation, elle va être perçue par à peu près entre 20 et 50% des proches, avec comme conséquence un sentiment de honte, une augmentation du fardeau lié aux troubles psychiques sévères, particulièrement si les personnes vont recourir à des stratégies adaptatives inefficaces, comme par exemple la dévalorisation, le déni ou le désengagement. Et les personnes vont rapporter souvent les proches avoir perdu des amis, voire avoir perdu des contacts avec des personnes de leur entourage qui disaient bah, tu peux venir à la soirée, mais par contre, ton enfant qui a une schizophrénie, lui, s'il pouvait ne pas venir, ce serait. Cette stigmatisation, elle est aussi présente chez les professionnels de santé mentale, où on va plutôt avoir tendance, ça c'est très vrai chez les autres soignants, à dévaloriser la profession et à attribuer aux professionnels de santé mentale des problèmes personnels. En termes de santé mentale, c'était une étude de Deborah Seban qui avait été réalisée il y a quelques années, qui disait que les internes de santé physique considéraient que dans plus de 50% des cas, leurs collègues de psychiatrie soit avaient déjà des problèmes en termes de santé mentale, soit allaient très probablement mal tourner dans les années à venir. Cette stigmatisation, elle va être aussi perçue par les professionnels, elle est associée à un risque plus élevé de faire un burn-out, qui est aussi associé d'ailleurs, plus les soignants ont un sentiment de burn-out, plus les usagers vont percevoir une stigmatisation dans les comportements des soignants et plus ça renforcera aussi l'autostigmatisation. Tout ça pour dire qu'il est particulièrement important de prendre en compte la personne, mais aussi son environnement, ses proches, ses amis et les professionnels de santé mentale qui sont autour d'elle pour modifier les choses.
Donc après cette vision un petit peu plus théorique de ce qu'est l'autostigmatisation, comment on la réduit concrètement? Déjà, comment on réduit la stigmatisation publique et structurelle? Donc, il y a plusieurs méthodes, vous les voyez à l'écran. À la fois, ça va être quand un politique dérape, par exemple à la télévision, comme François Fillon qui disait «Je ne suis pas autiste», il va y avoir tout de suite des campagnes de protestation immédiate qui vont souvent amener une rétractation. Et ça marche à court terme, mais à long terme, ça ne modifie absolument pas les attitudes des gens. Il y a toutes les campagnes d'éducation de la population pour essayer de challenger un petit peu tout ça, essayer de remplacer les préjugés. Ça marche, mais pas sur le long terme. Et il y a le contact avec des personnes concernées. Ça va être à la fois le contact dans son milieu personnel, familial, social, professionnel, ou le contact par exemple avec des pères aidants, ou des pères aidants qui vont aller discuter un petit peu à la radio ou à la télévision. Ça marche plus, mais là encore, ça ne dure pas forcément dans le temps. Pour que ça puisse durer dans le temps, il faut des campagnes nationales de déstigmatisation. Vous voyez du coup un certain nombre à l'écran qui ont été menées à la fois par l'OMS ou des pays comme le Canada, l'Angleterre, l'Australie, avec une prise en compte aussi de la santé des aborigènes, les Maoris aussi en Nouvelle-Zélande. Ce qui marche le mieux, ça va être de cibler les jeunes et les professionnels des médias. Si on modifie du coup le traitement médiatique des personnes avec troubles psychiques sévères, c'est ce qui a été montré notamment par exemple au Canada, où une campagne spécifiquement dédiée sur ça avait permis de réduire les contenus négatifs associés à la schizophrénie et d'augmenter les contenus positifs, par exemple les contenus qui promeuvent des témoignages de rétablissement de personnes qui sont en emploi, qui vont raconter un petit peu leur parcours vers le rétablissement. Tout ça, ça va avoir un effet. Alors, ça ne modifie pas tant les attitudes de la population que la façon dont les personnes qui ont elles-mêmes un trouble psychique vont voir à la télévision ces émissions dans lesquelles on parle de la schizophrénie de façon positive et du rétablissement et vont se dire « Ah, les choses bougent !» et ça s'améliore. Et donc, vous osez plus souvent s'exposer, rapporter moins d'expériences de discrimination et ça va avoir un effet indirect sur l'autostigmatisation. En bref, ces campagnes, elles marchent, mais elles marchent particulièrement par le fait que les personnes vont voir que les choses changent et qu'on bouge et qu'on agit et qu'on mobilise des choses et des journées comme celle d'aujourd'hui en font partie, mais tous les témoignages qui sont faits à la télévision en font partie aussi. L'augmentation du budget aussi associée à la recherche en santé mentale avec le financement de dispositifs innovants, tout ça contribue à réduire la stigmatisation. Quelques exemples, à la fois donc à droite, les mots qui fâchent, un petit travail pour les journalistes, pour les aider du coup à éviter d'utiliser des termes stigmatisants quand ils parlent des troubles psychiques sévères. Vous voyez aussi également Luc Vigneault, qui est un fervent avocat et des droits des personnes avec troubles psychiques sévères. Et vous avez quelques initiatives, donc des exemples de contenu un petit peu plus positifs. Schizo, autisme, mongolien, faut-il bannir ces mots pour ne plus avoir peur des maladies mentales? Et l'exemple d'un petit truck pour lequel je fais un petit clin d'œil aux collègues de l'Arc Alpin qui nous suivent et qui ont fait le petit truck récemment, à la fois en Isère, en Savoie, en Haute-Savoie et dans la Drôme. Comment faire là, pour cette fois-ci, réduire l'autostigmatisation? Déjà, c'est des choses assez simples, comme les pratiques orientées vers le rétablissement. Ça va être de créer un environnement qui soit favorable au rétablissement, un environnement qui soit porteur d'espoir, focalisé sur les ressources préservées et qui soutiennent l'autodétermination. Ça passe par des toutes petites choses, et c'est ce que dit le schéma, même s'il est assez barbare, en haut à droite de la diapositive, c'est que finalement, un certain nombre de facteurs, comme les entrées séparées, les toilettes séparées, tout ça va contribuer à induire un différentiel de pouvoir entre les usagers et les professionnels et contribuer à la stigmatisation. Donc pour finalement réduire l'autostigmatisation, il y a des choses assez simples, comme le fait que l'environnement donc soit plus favorable, que la relation soit plus collaborative avec les 10 principes pour une pratique orientée rétablissement, que la décision médicale soit partagée, qu'on évite tout ce qui permette de faire une différence entre nous et eux, et ça porte notamment sur la question du pyjama, qui n'a aucune espèce d'efficacité, ni pour prévenir le risque de fugue, ni pour prévenir le risque suicidaire, mais qui va bien marquer un différentiel de pouvoir entre les professionnels et les personnes concernées. D'ailleurs, on voit bien, ces personnes-là sont très souvent vite identifiées. Limiter aussi le recours à l'isolement ou à la contention, et en tout cas, quand on y a recours, pouvoir en reparler avec la personne, faire un débriefing pour que cette personne ne se sente pas contrainte, et intégrer des pairs aidants dans toutes les étapes de l'hospitalisation, y compris dans les équipes de crise et dans la réalisation de plans de crise conjoints. L'objectif de tout ça, ça va être de réduire le stress lié à la stigmatisation,
et les réactions négatives qu'on peut ressentir de honte ou de mépris de soi lors d'une hospitalisation sous contrainte. Je m'explique, globalement, quand on a été regarder les résultats, le fait d'être hospitalisé ne contribue pas à l'autostigmatisation. Le fait d'être hospitalisé sous contrainte ne contribue pas à l'autostigmatisation. C'est le fait de se sentir contraint lors de l'hospitalisation, particulièrement l'hospitalisation sous contrainte, qui va contribuer à l'autostigmatisation. Si on m'hospitalise de force, si on me met en isolement, là, ça doit bien vouloir dire que je suis dangereux et que je ne suis pas capable de m'occuper de moi-même, avec comme conséquence la honte, le mépris de soi et un renforcement de l'autostigmatisation. Donc, c'est un ensemble de choses qui finalement sont très basiques, avec les 10 principaux conseils pour une pratique axée sur le rétablissement, que j'encourage tous les professionnels de santé mentale et du médico-social à avoir dans leur poche quand ils discutent avec un usager. Après chaque interaction, le professionnel devrait se demander: est-ce que j'ai écouté activement la personne pour l'aider à comprendre ses problèmes de santé mentale? Est-ce que je l'ai aidé à préciser ses objectifs personnels, établir ses priorités pour se rétablir, qui sont différents des objectifs des professionnels? Est-ce que je lui ai montré que je croyais dans ses forces? Est-ce que j'ai donné des exemples de mon vécu ou du vécu d'autres usagers qui les inspirent? Et je portais une attention particulière aux objectifs qui sortent la personne de son rôle de malade et lui permettent de contribuer activement à la vie des autres. Et je recensais des ressources en dehors du système de santé mentale, encourager l'autogestion des problèmes de santé mentale, discuter des interventions que veut la personne ou ne veut pas la personne. Est-ce que j'ai gardé espoir dans la possibilité de la personne de se rétablir? Les formations en pratique orientée rétablissement existent. Il y a notamment le programme Refocus qui a fait l'objet du coup d'un financement par le ministère de la Santé et qui se mettra en place dans les prochaines années, d'une formation de 3 jours pour l'ensemble des professionnels de santé mentale, qu'il s'agisse des professionnels de psychiatrie adulte, de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ou de psychiatrie périnatale, qui vise en fait, en formant les professionnels aux pratiques orientées rétablissement, à contribuer au rétablissement personnel des usagers. Vous voyez à droite, ce qui va favoriser le rétablissement, c'est des valeurs de l'équipe, une compréhension partagée du rétablissement, pouvoir aller s'appuyer sur les valeurs de chaque personne, ses préférences par rapport au traitement, renforcer ses forces et l'autodétermination. Si l'équipe s'oriente vers le rétablissement et que les professionnels, à titre individuel, s'orientent vers le rétablissement, ça va entraîner un changement de pratique, une meilleure expérience des soins, un focus sur les forces et sur les buts qui sont définis par la personne. La personne va se sentir soutenue dans son rétablissement personnel, ce qui aura comme effet de renforcer son espoir, son pouvoir d'agir et de favoriser son rétablissement. Donc c'est vraiment une question de comment on change la relation entre les professionnels de santé mentale et les personnes concernées pour favoriser le rétablissement. La réhabilitation psychosociale, ça a aussi un effet sur l'autostigmatisation. Quand on regarde dans le temps, la participation à un programme de réhabilitation a un effet positif sur l'autostigmatisation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repérer déjà toutes les personnes qui sont à risque de développer une autostigmatisation, intervenir en amont pour la prévenir, réduire la durée de psychose non traitée, réduire le stress lié à la stigmatisation. Dans la psychoéducation, un élément qui est central, c'est qu'on a souvent tendance à proposer des programmes de psychoéducation qui sont centrés sur les symptômes et sur les traitements. Or, et c'est tout le paradoxe de l'insight, les personnes qui sont autostigmatisées vont avoir très douloureusement conscience d'être malades et vont être déjà extrêmement conscientes d'avoir une pathologie, des symptômes, d'avoir besoin d'un traitement, mais ce qu'elles ne vont pas voir, c'est la possibilité de se rétablir. D'où l'intérêt de proposer une psychoéducation qui soit vraiment axée vers le rétablissement, vers les forces de la personne et vers du coup cette possibilité du rétablissement et d'éviter de renforcer les symptômes dépressifs et les idées suicidaires que les personnes pourraient avoir en renforçant l'autostigmatisation. Tout ce qui va permettre de renforcer les stratégies de coping comme la remédiation cognitive pour les troubles cognitifs, la TCC pour par exemple la régulation émotionnelle, l'entraînement des compétences sociales, y compris en milieu professionnel, tout ça a un effet positif. L'intervention de père aidant aussi. Le soutien au logement et à l'emploi, ces deux domaines qui vont, en favorisant l'inclusion sociale, contribuer à la réduction de l'autostigmatisation, avec un si quand même. Il y a un petit mais qui est en l'absence d'expérience de stigmatisation pendant la participation au programme, donc toute l'importance de travailler au niveau large autour du logement, dans le cadre du logement adapté, et de travailler dans tout le collectif de travail dans le cadre du soutien à l'emploi. L'intervention auprès des aidants avec des programmes de psychoéducation familiale qui abordent la question du rétablissement et de l'autostigmatisation, c'est aussi particulièrement important.
Si on part sur les programmes qui vont être plus ciblés sur la question de l'autostigmatisation, la plupart associent de la psychoéducation qui va permettre du coup d'informer les personnes, de challenger les préjugés relatifs aux troubles psychiques, par exemple l'incapacité de se rétablir ou de travailler, de cibler les principaux biais cognitifs liés au fait à l'autostigmatisation, par exemple je suis malade, je ne pourrai pas travailler en milieu ordinaire, et de travailler aussi sur la question des compétences sociales la plupart du temps pour faire face à la stigmatisation. Les principaux programmes, c'est le programme Narrative Enhancement and Cognitive Therapy, qui est le programme développé par Philippe Janos et Paul Leisecker aux USA, qu'on a traduit et adapté en français avec mes collègues Megan Faraldo, que je salue du coup aujourd'hui, Marie Abès et nos collègues de Genève, le docteur Le Pourriel, Madame Germain et Madame Favre. Il y a un programme qui a été développé à Hong Kong et un programme de psychoéducation qui a été développé à Boston. Il y a également tout ce qui va permettre de travailler sur la prise de décision quant à la divulgation. Alors, ce n'est pas tant la question de, même si le titre Honest, Open and Proud pourrait impliquer le fait qu'il y a forcément une décision de divulguer, ça va vraiment être prendre une décision sur le fait de divulguer ou pas, mais que ce soit ma décision et qu'elle soit, je reprends mon pouvoir d'agir dans le fait de divulguer ou pas, sachant que la divulgation peut avoir des avantages, mais aussi des inconvénients. Il y a tout ce qui va permettre de travailler sur la cognition sociale, avec tout un travail aussi autour des médias, le programme Remède Rugby dont je vous parlerai un petit peu plus, et tout ce qui va être en association au programme d'emploi accompagné. Donc le programme Remède Rugby, qui me permet aussi de saluer mes collègues Franck Gabaillé, Thierry Lucas, Megan Faraldo et Fanny Mélis, qui est un programme qu'on a développé à Grenoble et auquel plusieurs centres, parmi probablement beaucoup d'entre vous, ont pu participer, qui va coupler remédiation de la cognition sociale dans le contexte d'une activité sportive, en l'occurrence le touch rugby, où on va travailler à la fois sur tout ce qui va être principe de communication avec les autres sur le terrain, communication avec les autres par mail entre les séances, organisation d'un événement regroupant plus de 100 personnes, pouvoir aussi travailler sur la communication avec les médias et comment déstigmatiser soi-même les troubles psychiques avec un tournoi de gala à la fin, dans lequel, en présence de la presse locale, dans lequel les personnes qui avaient préparé les interviews pouvaient du coup interagir avec les journalistes, avec des effets qui étaient très intéressants dans le sens où les journalistes arrivaient en disant « Oh là là, je vais devoir couvrir le rugby ». Bon, on va faire un article sur des personnes sortent de l'hôpital psychiatrique et reprennent contact avec les autres via le rugby et repartaient avec un article, ils repartaient enchantés de la journée, avec un article déstigmatisé avec la remédiation cognitive, lutter contre les préjugés, changer les choses, où les personnes leur disaient par exemple, ça me choque la façon dont vous parlez des personnes qui ont des troubles psychiques, il faudrait faire ci, ça, ça, ça. Et on a, dans l'étude qu'on a menée, on a montré que le programme était à la fois efficace sur les symptômes, sur le fonctionnement psychosocial, mais aussi sur l'autostigmatisation. Quelques exemples des articles de presse qui ont pu paraître sur ça, un atelier de remède rugby pour lutter contre les préjugés, etc. Le programme NECT, dont je vous parlais, la particularité de ce programme, c'est qu'en plus de la psychoéducation et de la thérapie cognitive, il va proposer une partie narrative. Comme on dit, se raconter, c'est un peu se rétablir. Il va y avoir en troisième partie de programme des séances dans lesquelles les personnes vont raconter leurs expériences et les expériences dans lesquelles elles ont pu s'appuyer sur leurs forces, sur leurs ressources pour dépasser les effets négatifs de la pathologie. Et tout ça va permettre aux personnes de reconstruire une identité positive au-delà de la maladie, qui est un des composants du rétablissement. Donc, c'est un programme de 12 séances dans lequel on va aborder donc, la psychoéducation, on va remettre en question un certain nombre de croyances, travailler autour de la question de la divulgation, échanger sur son ressenti par rapport à la pathologie, la psychiatrie, au traitement et construire du coup un récit de soi dans lequel les personnes vont arriver petit à petit à appliquer toutes les compétences qu'elles ont développées dans le programme et à y intégrer des pensées alternatives. J'ai un trouble, mais ça ne me définit pas. Vous voyez donc tout ça à l'écran avec les effets positifs du programme. Pour terminer, quelques petites questions de recherche et perspectives actuelles. La question des différences de genre dans les outcomes liés au rétablissement et les besoins de réhabilitation psychosociale. Ce qu'on observe quand on compare dans la cohorte Réabase les femmes et les hommes, on s'aperçoit que le fonctionnement psychosocial est globalement similaire. Par contre, les femmes ont plus de rôles sociaux que les hommes, elles sont plus souvent en couple, et elles sont plus souvent mamans. Par contre, quand on les compare en termes d'outcomes liés au rétablissement, on s'aperçoit que les femmes sont plus autostigmatisées que les hommes, plus déprimées,
qu'elles ont une moins bonne qualité de vie, elles sont moins satisfaites par rapport aux relations sociales, ce phénomène étant plus marqué chez les personnes de plus de 40 ans et étant particulièrement influencé par des expériences négatives de vie, le fait d'avoir été victime de violences sexuelles ou conjugales, le fait d'avoir perdu la garde de son enfant, d'où l'importance de pouvoir prendre en compte des spécificités liées au genre en réhabilitation psychosociale. Vous avez un certain nombre de ressources, une qui est affichée à l'écran sur le site du Centre ressources de réhabilitation par rapport à ça. La question également aussi des parents avec troubles psychiques sévères, puisque avoir une vie affective satisfaisante, être parent, c'est des objectifs qui sont centraux pour beaucoup de personnes, et pour les personnes avec troubles psychiques sévères comme pour les autres. Sauf que très souvent, ce n'est pas du tout abordé dans les services de réhabilitation psychosociale, et il y a très peu de soins et services qui sont développés spécifiquement pour les parents avec troubles psychiques sévères. Là encore, on a été étudier les caractéristiques des parents dans la cohorte de Réhabase, et on s'est aperçu que les parents avec troubles psychiques sévères, qu'il s'agisse des mères ou des pères, avaient un risque suicidaire augmenté par rapport aux non-parents, avec des raisons diverses en fonction du genre, les pères étant notamment très exposés au paradoxe de l'insight que je vous évoquais tout à l'heure. D'où l'importance d'intervenir, de soutenir ces personnes dans la vie affective et dans l'accès à la parentalité, notamment pendant la période des 1000 premiers jours, avec un travail de détection et de traitement de la dépression périnatale, prévention du risque suicidaire, mais aussi réduire l'autostigmatisation par rapport à ça, réduire la stigmatisation tout court, puisque ça touche un quart des personnes dans le projet de fonder une famille ou dans les compétences parentales, favoriser l'engagement dans les soins, prévenir les complications psychiatriques, obstétricales et néonatales via une décision médicale partagée, y compris sur la question du traitement pendant la grossesse, et in fine améliorer la qualité des interactions précoces parents-bébés pour favoriser un bon développement de l'enfant. Pour les parents d'enfants plus âgés, il y a aussi la question de réinvestir son rôle de parent. Il y a tout un ensemble d'articles qualitatifs qui ont été regardés comment les personnes voyaient leur rôle de parent, qu'il s'agisse de rôle de mère ou de rôle de père, avec un impact différent des troubles selon le genre, notamment l'impact chez les mères de la perte de la garde des enfants, des attitudes paternalistes auxquelles elles peuvent être confrontées, l'autostigmatisation sur les compétences parentales, et chez les pères, le fait d'être perçu comme dangereux pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants, de ne pas arriver à conserver un emploi alors que c'est quelque chose de très attendu en termes de stéréotypes liés à la masculinité. Donc notamment toute cette question-là de comment faire pour aider les personnes à réinvestir leur rôle parental, qui est un des rôles qui sont centraux dans leur vie. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Julien, de cette très riche présentation. J'ai appris énormément de choses et il y a pas mal de questions qui sont arrivées sur le chat. Je vais essayer d'en faire une espèce de compile pour que ça puisse répondre aux questions des personnes qui étaient là. La première, donc, des questions de termes, en particulier, quelle différence tu fais entre stigmatisation et psychophobie? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas tout à fait la même chose? Ou c'est, selon toi, des questions? Je pense que la psychophobie est une façon de parler de la stigmatisation des troubles psychiques sévères, globalement. Ouais. Plutôt dans la société de manière un peu générale, quoi. Après, par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que la stigmatisation, elle peut être multiple. Par exemple, il y a différentes formes de stigmatisation. La stigmatisation est liée au genre, la stigmatisation est liée à l'orientation sexuelle, à la race, au fait d'avoir une maladie mentale, et on peut tout à fait cumuler, entre guillemets, toutes ces formes de stigmatisation et être encore plus à risque d'autostigmatisation. D'accord. Ce que je notais, moi, c'était finalement, j'ai entendu à la fois des leviers, des éclairages en fait sur la potentielle, comment aider à déstigmatiser, à déstigmatiser et sur le plan de la société. Moi, j'ai entendu des aspects un peu macro, c'est-à-dire un peu sociétaux, l'accès aux droits, le fait d'aider, d'accompagner et de rien lâcher en fait sur la question de l'accès aux droits. Tu finis sur la question de la parentalité avec tous les enjeux là de droits en fait, pur et simple pour les personnes concernées. Et puis il y a du plus micro où en fait je me demandais, tu dis se raconter, c'est déjà diminuer l'autostigmatisation. Tu dis aussi la question
de comment permettre les différents programmes qui permettent de restaurer une identité positive, entière et pas uniquement restreinte à une identité de malade mental. J'entendais tout ça. On a une question qui est est-ce que l'éducation thérapeutique, les programmes d'éducation thérapeutique, comme on les connaît quand même de plus en plus dans les services de réhabilitation et pas seulement, diminuent l'autostigmatisation, peuvent contribuer à diminuer l'autostigmatisation, première partie de la question, et éventuellement la stigmatisation sociale. Est-ce que tu as des retours d'expérience de ça et selon toi, en quoi ça peut permettre, ça peut contribuer à ça, puisque c'est ça qui est quand même le plus répandu aujourd'hui dans les soins dits de réhab? Alors déjà, je rebondis sur la première partie de ce que tu disais, sur à la fois les éléments micro et macro. C'est particulièrement important parce qu'une des grosses erreurs qui est souvent retrouvée, y compris parfois dans les travaux de recherche sur la stigmatisation et l'autostigmatisation, c'est de localiser le problème de l'autostigmatisation chez la personne. C'est la personne qui est auto-stigmatisée et c'est à elle de se déstigmatiser avec l'aide des professionnels. Ce qui est complètement faux, puisque évidemment, il n'y aurait pas d'auto-stigmatisation si la société n'était pas stigmatisante et si les personnes n'étaient pas confrontées à des expériences de stigmatisation. C'est pour ça qu'il faut vraiment agir sur la personne dans son environnement, au sens proche, mais aussi au sens beaucoup plus large. Et il faut aussi, dans les programmes d'éducation thérapeutique, cette fois-ci pour reprendre la deuxième partie de la question, en fait, dans les programmes d'éducation thérapeutique, déjà ne pas contribuer, ne pas renforcer l'autostigmatisation, c'est déjà une première chose. Et ensuite, pouvoir être porteur d'espoir, informer aussi que tous ces problèmes-là ne sont pas localisés dans la personne, que ces discriminations sont bien réelles, qu'il est possible d'y faire face et qu'il est possible aussi de renforcer toutes ces stratégies pour être plutôt dans une juste colère et utiliser sa colère pour pouvoir se rétablir et faire changer les choses, y compris au niveau macro-sociétal. Donc la psychoéducation, elle a son importance déjà pour ne pas renforcer l'autostigmatisation et contribuer à la réduire. Et la formation, par contre, des professionnels qui délivrent les interventions d'éducation thérapeutique est capitale justement pour qu'ils puissent donner ces messages clés et que déjà, avant même la participation à un programme d'éducation thérapeutique structuré, au moment de l'annonce diagnostique, moi j'avais un exemplaire de l'affiche schizophrénie, bonheur et compagnie. Donc on voit un couple où la mariée a un diagnostic de schizophrénie qui était affiché là. Donc quand en fait, suite à un diagnostic au centre expert schizophrénie, on abordait la question de tous les projets qui tenaient à cœur de la personne. La personne pouvait être accompagnée par son conjoint ou sa conjointe, par ses parents, voire ses enfants. Souvent la discussion venait directement là-dessus. J'ai vu cette affiche, est-ce que ça veut dire que je peux me marier un jour, que je peux avoir des enfants? Est-ce que ça veut dire que je peux travailler? Et déjà, dans l'annonce diagnostique, incorporer ces éléments d'espoir et de rétablissement, pouvoir focaliser plus sur ça et que la personne comprenne tout ce qu'elle peut gagner en suivant des soins, ça c'est déjà un élément capital et bien sûr après les programmes plus structurés. Lee-Antoine posait la question de, selon toi, et les directives anticipées et la diminution de la stigmatisation du côté des soignants qui sont porteurs de stigma, est-ce que, et comment, pourquoi est-ce que les directives anticipées en santé mentale pourraient contribuer à la diminution du regard soignant et de la stigmatisation par les soignants des problèmes de santé mentale? Alors déjà, dans le rapport beaucoup plus horizontal que ça implique, et la décision médicale partagée, à la fois dans les directives anticipées, mais aussi déjà tout simplement dans le choix de la médication. Déjà, le choix de la médication en fonction du profil de ce qu'on en attend de positif, parce que combien d'entre nous, dans la prescription d'une médication, n'ont pas forcément toujours pensé à discuter avec la personne de tout ce qu'elle en attend de positif, les effets qu'elle peut en retrouver, par exemple le médicament qui me permet de pouvoir vivre en couple et d'avoir un emploi, versus les effets secondaires, y compris les effets secondaires sur la sexualité. Donc déjà, décision médicale partagée à tous les plans, mais aussi, bien sûr, les directives anticipées vont entraîner une modification dans le rapport entre les deux, le professionnel et l'usager, qui va devenir beaucoup plus collaboratif, les deux travaillant sur la construction de ce plan. Le gros problème après, c'est que ce plan soit respecté quand la personne arrive aux urgences et soit respecté par l'ensemble des acteurs, que ce ne soit pas un plan qui soit réalisé dans un centre de réhabilitation, mais qui ne soit pas actif ou qu'il faille vraiment insister très très fort pour que du coup le plan soit respecté lorsque la personne consulte aux urgences.
Alors, Antoine précise que la décision, il y a une distinction entre décision médicale partagée et directive anticipée, puisque la décision médicale partagée, si je comprends bien, tu peux prendre la parole si tu préfères. Donc, la décision médicale partagée est un peu distinguée des directives anticipées, avec la notion d'autodétermination, puisque c'est les personnes dans les directives anticipées qui se positionnent elles-mêmes sur leur propre traitement. Après, je pense que la question de l'horizontalisation des relations, effectivement, reste quand même présente aussi dans les directives anticipées. Est-ce que si tu veux prendre la parole, n'hésite pas Oui. à... Ouais. Du coup, il y a une différence entre plan de crise conjoint, où il y a une décision médicale partagée, les acteurs, les soignants choisissent avec la personne, rédigent avec la personne, et les directives anticipées en psychiatrie, où la personne choisit elle-même tout ce qui est écrit dedans, et il n'y a pas la question de la verticalité du soignant ou de la soignante qui va dire « Ok, je suis d'accord avec ce que vous écrivez. Je suis censé mettre ma vidéo, c'est ça ?» J'ai un pull dinosaure. Oui, c'est ça. Marqué Vous pouvez l'autre mettre vous votre demande vidéo. de démarrer votre vidéo. Je peux, hein, mais vous allez voir mon pull dinosaure. Voilà. Du coup, oui, il y a cette question en fait, d'écrire soi-même avec les pairs aidants qui accompagnent à la rédaction des directives et avec aussi l'importance que ce soit partagé avec les proches et mis sur le dossier médical et que ce soit partagé aussi avec les soignants, etc. pour que ce soit le plus possible appliqué. Après, ça ne veut pas dire que c'est toujours appliqué, mais l'idée, c'est que comme c'est écrit partout, les gens sont censés savoir que ça existe et possiblement justifier le fait que c'est pas appliqué. En élément de réponse, même si bien sûr il y a autant d'éléments de réponse que de variations individuelles par rapport à cette question, les directives anticipées en psychiatrie n'ont pas de valeur légale en France. La question du plan de crise conjoint souvent va entraîner plus d'orientation du professionnel vers le rétablissement parce qu'elle travaille aussi sur la communication. Comment on travaille ensemble, le professionnel impliquant aussi ses réalités, les réalités de la responsabilité en cas de situation de crise, de jusqu'où on peut aller, d'un côté comme de l'autre, sur quoi anticiper, comment faire un petit peu les différentes étapes, et si jamais il y a hospitalisation, voire hospitalisation sous contrainte à la fin, qu'elle soit sous une forme, pas contractualisée, mais qu'elle respecte les étapes qui sont mises dans le plan de crise conjoint, va souvent travailler sur une relation beaucoup plus collaborative. Par contre, je partage aussi l'avis que si les directives anticipées avaient une valeur opposable, typiquement, ça pourrait aussi contribuer à modifier les choses. Mais en l'état actuel, le risque est que dans les services qui ne soient pas formés au rétablissement, elles soient tout simplement ignorées, voire insuffisamment prises en compte. Oui. Là, l'idée, c'est dans plusieurs logiciels, c'est fait, c'est qu'il y a un truc rouge qui clignote quand le dossier médical est ouvert pour que les personnes cliquent dessus. Et oui, l'idée, c'est que la personne, elle discute avec ses soignants des directives anticipées. Et ce qui est vu, moi, j'avais accompagné des personnes à la rédaction, c'est très, très raisonnable ce qu'elles mettent dedans. Et où il n'y a pas du tout où il y a une alternative de proposition à l'hospitalisation aussi et tout. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'engagement aussi des institutions. Pour donner un exemple aussi de plan de crise conjoint que j'avais réalisé avec une personne que j'accompagnais, qui est une personne qui avait un diagnostic de schizophrénie, qui m'a appelé à un moment, qui était en phase aiguë, avec des voix qui lui disaient de soit utiliser le couteau qu'il transportait dans son sac pour se planter lui-même, soit d'attaquer quelqu'un dans la rue. On a discuté, qu'il y avait son plan de crise conjoint qui était actif. Dans les éléments du plan de crise conjoint, il y avait le fait qu'il avait d'ailleurs déjà fait sa valise, de se rendre aux urgences pour pouvoir être hospitalisé, par contre, de façon libre, puisqu'il était parfaitement conscient de ce qui lui arrivait, parfaitement conscient de la nécessité des soins et parfaitement d'accord avec l'hospitalisation. Le souci est quand il est arrivé aux urgences, directement, il y a un raisonnement stigmatisant qui s'est fait côté professionnel de santé mentale, pour le faire de façon caricaturale et entre guillemets, schizo couteau HDT. Donc directement, il a fallu, la personne m'a rappelé, et il a fallu que je menace d'inscrire dans le dossier médical que sur examen et après évaluation de son état mental, il n'y avait aucune indication
à la mise en place de soins sous contrainte et que toute mise en place de soins sous contrainte serait abusive. Donc c'est là encore où il y a finalement cet enjeu, et je trouve que ce qui est magnifique dans l'étude qui a été menée sur les directives anticipées en psychiatrie, c'est que justement il y a une participation au niveau institutionnel, avec une inscription en rouge dans le dossier médical, et que l'ensemble de la chaîne de commandement, du directeur d'établissement au chef de pôle, en passant par les médecins référents d'unité et les cadres, sont d'accord pour participer. Sinon, ça a beaucoup plus de difficultés à marcher. Nous, on était régulièrement confrontés sur Grenoble à la question de comment faire respecter ces plans de crise conjoints à l'extérieur du centre de réhabilitation. Oui. Juste, je vais mettre une playlist sur les directives anticipées en psychiatrie. Il y a un webinaire la semaine prochaine, donc je ne sais pas si on en discute pendant combien de temps. Peut-être qu'on va, justement, ça me permet de faire de la pub, du coup, donc lundi prochain, pour ceux qui sont intéressés, il y a la 20e journée du CREPSI, c'est la 20e, je ne sais plus, oui, du CREPSI des Pays de la Loire, qui se consacre une journée entière aux directives anticipées en psychiatrie. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Angers, ce sera mis en ligne, évidemment, l'ensemble des interventions, dont celle de Lee sur les directives anticipées en psychiatrie, et ce sera tout sur le site du CREPSI en replay à suivre. Donc, voilà. J'ai juste une toute petite dernière question microscopique, parce qu'après, il faut vraiment qu'on fasse une petite pause avant de prendre la suite. Mais pour toi, je me disais que finalement, la question de la connaissance précise de la réalité du vécu des personnes et des compétences et des limites et des ressources des personnes, est-ce que ce n'était pas aussi un levier de déstigmatisation, qu'elle soit personnelle ou macro? Et je me disais finalement, est-ce que ce n'est pas un enjeu important? C'est-à-dire que plus on sait exactement comment fonctionnent les gens, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, au même titre que plus on les connaît avec les bibliothèques de livres vivants, moins on a d'attitudes stigmatisantes et de pensées stigmatisantes. Et finalement, est-ce que l'évaluation, au total, l'évaluation du fonctionnement, ça ne permet pas justement de diminuer tout ce qui est mythe, croyance et tout ce qu'on croit sur les personnes qu'on voit, qu'on accompagne, etc. Est-ce que ce n'est pas finalement un très gros enjeu aussi en réhab et ailleurs, finalement, parce que moins on évalue, plus on croit des trucs sur les gens, quoi, finalement, et du coup, plus on se raconte des histoires sur ce que vivent des gens et sur peut-être des choses qui ne sont pas du réel, quoi. Voilà, c'était une remarque, en fait, la question d'évaluation et de la déstigmatisation. Tout à fait d'accord, et pour répondre très très rapidement, c'était le sens d'ailleurs souvent des bilans neuropsychologiques, où les personnes se rendaient compte aussi de tous les domaines dans lesquels elles avaient des ressources préservées. Par contre, il y a également à la fois identifier les ressources, mais si on ne va pas les chercher, si on ne va pas vraiment aller identifier avec la personne quelles sont ses ressources et lesquelles elle veut utiliser pour contribuer au rétablissement, on ne va pas les savoir. Si on ne va pas les regarder, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses croyances, qu'est-ce qui est important pour elle, quelles sont ses préférences, on ne le saura pas. Et notamment, un des éléments, et ça c'était dans des équipes de suivi intensif dans le milieu aux États-Unis, 30% des professionnels ne savaient pas si les personnes qu'elles accompagnaient étaient parents ou pas, et si elles avaient la garde de leurs enfants. Donc quand on parle de connaître les usagers, c'est déjà savoir ça. Et ça, c'est pas forcément toujours gagné, savoir ce qui est important pour la personne. Et pour le coup, ça, c'est le point central de l'évaluation en réhabilitation avec le PSI, qui permet d'aller regarder dans chacun des domaines quelle est pour la personne la difficulté, mais aussi ses ressources et là où elle veut aller, pour pouvoir finalement beaucoup mieux connaître cette personne-là en particulier, en se permettant aussi d'aller explorer des domaines moins explorés comme la spiritualité, mais aussi la vie sentimentale et la parentalité. Bah écoute, je trouve que c'est une belle conclusion, conclusion à cette première partie. En tout cas, de toute façon, on n'a plus le temps, c'est comme ça. Donc, merci beaucoup. On va mettre des docs sur le chat là pour tout le monde, si jamais il y a de la documentation, ce qui permet de raccourcir les discussions. Je vous propose de prendre 5 minutes de pause. Pour reprendre à 16h15 avec le témoignage de Magali en vidéo et puis de la présentation de l'ETP déstigmatisation pour ceux que ça intéresse. Eh bien, à tout de suite. Donc 16h15 pour la reprise, on lance la vidéo à 16h15. Merci beaucoup Julien. Merci infiniment à tous. Eh bien, rebonjour à tout le monde. La pause fut courte parce que
le topo, la présentation de Julien et les nombreuses questions nous ont déjà fait avancer en temps. Je vous propose d'écouter le témoignage de Magali Desnoilles, qui va nous parler de son expérience. Donc, c'est une personne concernée qui a bénéficié de soins d'éducation thérapeutique, en particulier au CRESERC, donc au centre de réhabilitation à Nantes, et qui a été intervenue également sur le PP insertion professionnelle, également au centre de proximité de Nantes. Donc, je vous permets, alors là, je vais essayer de lancer la vidéo. Partager la vidéo. Toc. Et je tente ça. Bonjour, je m'appelle Magali, j'ai bientôt 50 ans et je souhaite apporter mon témoignage par rapport à la stigmatisation pour les malades aux troubles psychiques. J'ai moi-même des troubles bipolaires et voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Au début, ça a été de la colère et après, il y a eu de l'auto-stigmatisation. En disant, en fait, il y a eu un revirement, c'est-à-dire après la colère, je me suis dit, en fait, c'est vrai, j'ai lu, voilà, j'ai voulu vérifier en fait ce que m'avaient dit les médecins, comme si ce qu'ils m'avaient dit n'était pas vrai. Donc j'ai voulu vérifier, j'ai lu des livres et tout ça, et avec des exemples, des témoignages, je me suis dit, bah oui, c'est ça, en fait, j'ai vraiment ça. Et après, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est que je le mérite, en fait, c'est que si je suis comme ça, c'est que peut-être j'ai mal fait les choses plus petites ou plus jeunes, ben voilà. En fait, c'était surtout ça, en me disant, bah, tant pis pour moi, même c'est bien fait, quoi. C'est fini, quoi. C'est fini pour moi, mais tout était fini pour moi, c'est-à-dire la vie professionnelle, la vie de couple, la vie avec mes enfants, parce que j'avais l'impression que j'aurais plus jamais la même relation avec eux, quoi. Puis j'avais honte. Hein. Maintenant, forcément, je me dis, mais honte de quoi? De rien. C'est une maladie comme n'importe qui aurait du diabète. Mais là, j'avais honte parce que c'est toujours ces fameux mots troubles psychiques. Et je me dis, oh là là. Et du coup, j'en ai parlé à personne. Au tout début, c'est simple, il n'y avait que mon mari, quand même, mes parents, mon mari, mes enfants et la fratrie. Quoi. Mais autrement, personne d'autre. Personne d'autre. Et je ne voulais pas, je leur ai fait jurer de ne le dire à personne. Et puis le temps a passé et je me dis, ben non, je suis peut-être pas fichue, quoi. Je vais peut-être pas faire le même métier, je vais peut-être pas voir les mêmes amis, parce qu'il y a eu ça aussi. Pour qui, pourquoi? J'ai des amis qui sont partis à l'annonce de la nouvelle. Je ne leur en veux pas, parce que je peux comprendre que ça fasse peur. Hein. Donc ça a bien fait peur à moi-même, hein. Donc pourquoi ça ne ferait pas peur aux autres? Mais j'aurais aimé mieux les informer avant qu'ils partent. Au pire, je vous explique pourquoi et après vous partez ou vous restez, mais au moins je vous explique ce que c'est que la maladie. Et puis il y a des solutions, on est soigné, il y a un traitement, voilà, il y a le traitement médical, mais il y a le traitement, comme j'appelle toujours mes béquilles, quoi, donc le CRESERC, le CATTP, psychiatre, psychologue, quand on trouve les bons, ceux avec qui on est à l'aise, eh bien, c'est nos béquilles. Puis, et là, du coup, le moral est remonté en me disant, bon, ben voilà, je ne suis peut-être pas complètement fichue. J'arrive à en parler, à évoquer mes difficultés à vivre avec cette maladie au quotidien, à long terme, voilà. Mais avec peu de gens, finalement. On double tout le temps de vigilance pour me dire attention, pourvu que je fasse pas de crise, faut pas que je m'énerve, faut pas que je rigole trop fort, faut pas que ça se voit trop parce que aussitôt ça va se voir, on va repérer que je suis malade, voilà. Et ou l'intellect aussi.
je fais très très attention pour avoir des propos sensés, voilà, un bon vocabulaire, voilà, ce genre de choses pour me dire, voilà, je ne veux pas qu'on le voit non plus, quoi. Je ne veux pas que ça se voit de trop, en tout cas. Alors, je pense que ça a pas mal bougé quand même depuis, notamment, je pense depuis 30 ans, ça a bougé, puisque moi, ça fait 30 ans que je suis malade. Et ça a pas mal bougé. À mes tout débuts où j'étais hospitalisée, c'était des chambres où on était plusieurs par chambre. Et le regard de la société, c'était de dire ah oui, bah, oula, t'es à l'hôpital Saint-Jacques en plus. Même il répondait à rien, il faisait une grimace. C'est grave quand même. Voilà. Puis même moi, j'ai pour souvenir que toute jeune, adolescente, petite fille ou toute jeune, moi je suis de la région, là, du coin. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, ou tout ça, on disait ouais, bah, on va tomber à Saint-Jacques. Enfin, voilà. Donc, pas bonne réputation et des gros mélanges encore, parce que à ce moment-là, la psychiatrie était vraiment associée à la folie, tout court. Maintenant, je trouve que ça a quand même un peu changé. Il y a encore du boulot, mais ça a un peu changé. C'est-à-dire que psychiatrie, ça y est, on arrive à dissocier certaines maladies. Que ce soit l'autisme, la schizophrénie, la bipolarité et autres, dépression aussi. Et puis, tout bêtement, mais l'habitat a changé. C'est-à-dire que les chambres sont plus agréables, des jolies tapisseries. Moi, j'ai vu des médecins, il y a longtemps, il y a 30 ans, qui recevaient avec des blouses blanches toutes fermées. Et pourtant, c'est pas vieux il y a 30 ans, mais c'était encore le cas. Là, maintenant, ça va. Même, je vois encore mon psychiatre, et il n'a pas de blouse, là. Il est habillé comme vous et moi, beaucoup plus accessible, beaucoup plus disponible. Tout ça, ça fait partie des choses aussi, de l'évolution aussi de la société. Mais il y a encore du boulot. Ce qui est perturbant et ce qui est blessant pour nous, les malades, c'est qu'on mélange tout. Puisque les gens ne savent pas, et bien du coup, ils mélangent tout. Et pas plus tard que ce midi, en fait, je déjeunais avec mon fils et mon fils me dit maman, j'ai entendu aux informations, un jeune homme avait tué son grand-père, l'avait décapité, un crime horrible. Et il dit on sait que c'est un malade, mais on n'en sait pas plus. Et là, j'ai répondu, j'ai dit oh là, c'est pas bon. Même si c'est affreux, c'est un crime, c'est certain, mais j'ai dit, voilà, les gens vont encore dire, ah ben voilà, c'est encore un schizophrène, on l'a laissé en liberté, pour qui, pourquoi, c'est pas normal, voilà ce que ça a fait. Et ça m'énerve tout ça. La stigmatisation, elle est indirecte, c'est-à-dire que moi, je l'ai vue sur d'autres personnes, notamment là, à mon travail, je suis hôtesse de caisse, et voilà, quand je dis que les gens font des amalgames, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, pour quelqu'un par exemple qui va être un petit peu lunatique, donc c'est un trait de caractère, on va dire, je me demande si elle n'est pas un peu bipolaire. Quoi. Des choses comme ça. Quelqu'un qui est un petit peu euphorique, parce que tout simplement il est content. Voilà. Tout de suite on dit, je me demande un petit peu. Voilà. Et en fait, la stigmatisation, elle est un petit peu là. C'est-à-dire qu'on met des étiquettes. On dit, non, ça y est, tout de suite, c'est ça. Moi, j'essaie de la freiner tant que je peux, ou de couper court à ça, en disant tout de suite, et même si par rapport à des collègues qui ne sont pas au courant de ma maladie, leur dire, mais non, là tu te trompes, c'est un trait de caractère, la bipolarité c'est autre chose, c'est une maladie, hein, c'est un handicap même. Moi de mon côté, si je peux aider à ce que la société soit un peu mieux informée, et c'est pour ça que je fais cet entretien, je le ferai toujours, parce que c'est fondamental. Ça peut être par des paroles, une vidéo, un film, ça peut être des œuvres plastiques aussi. Les artistes ont créé des choses magnifiques pour parler de ça. Est-ce que ça peut être des colloques aussi, des associations? En tout cas, c'est très très important pour éviter la fameuse stigmatisation, justement. Éviter toutes les étiquettes qu'on nous colle sur le front. Je pense qu'il faut pas hésiter à en parler, à le montrer par tous les moyens.
j'ai pas dit s'exposer, parce que c'est pas bon non plus, et puis ça sert à rien, mais au moins le dire, en parler, donner des témoignages, c'est comme ça qu'on va avancer, quoi. Et c'est ça qui va nous apporter du courage à nous, les malades. Parce qu'on en a besoin, ça c'est sûr. Bien, je vous propose de passer la parole, de laisser la parole à Delphine. Delphine, je vais d'abord couper le son de mon ordinateur et puis te laisser parler du programme d'éducation thérapeutique sur la déstigmatisation que tu as mis en place il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi au Crézerc. Vous m'entendez bien? C'est bon? Ouais, c'est bon? A priori, oui. Oui, très bien. Ok. Donc, je suis Delphine Ricci, je suis infirmière au Crézerc et je vais vous présenter le programme d'éducation thérapeutique déstigmatisation qui est proposé au Crézerc depuis 2020. En fait, il y a eu une première session en 2020. On l'a ensuite remanié et là, il y a une deuxième session qui est en cours actuellement, qui sera certainement aussi encore remaniée, je pense. Je dirais qu'on est encore en phase d'expérimentation. Alors, la petite histoire de cette ETP, comment est venue l'idée de monter ce programme? En fait, en 2019, je co-animais des séances d'éducation thérapeutique sur la maladie dépressive. Et il y avait une séance sur la stigmatisation où les participants ont vraiment partagé sur leur vécu, en fait, sur des phrases qu'ils pouvaient entendre de leur entourage, comme tu te laisses aller, tu pourrais faire un effort pour te bouger quand même, il y a pire que la dépression quand même, t'as pas un cancer. Toutes ces phrases, en fait, elles étaient source de souffrance. Et certains, d'ailleurs, étaient d'accord avec ces phrases-là. Donc, je me suis dit, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Enfin, moi, c'était en tout cas une découverte de ça. Et puis, à la fin du groupe d'éducation thérapeutique, en entretien bilan, en discutant avec les personnes, je me suis aperçue que même s'il y avait un mieux-être de la personne, si elle avait développer des outils, des choses au cours de cette ETP-là, finalement, il restait quand même une souffrance là qui permettait pas d'avancer comme la personne elle voulait dans son rétablissement. Et du coup, l'idée, ça a été de proposer un groupe spécifique en fait pour que les personnes elles puissent mieux vivre avec la stigmatisation. À ce moment-là, en fait, j'envisageais de faire le DU soins de réhabilitation au service du rétablissement en santé mentale. Donc, j'ai commencé le DU en fait avec le projet de monter ce programme et de l'expérimenter dans le cadre de mon mémoire. Du coup, je me suis documentée, je commençais à lire et à voir que des professionnels s'intéressaient à cette problématique, comme Julien Dubroc, comme Jean-Yves Jordana, Krogan, enfin, voilà, et j'ai découvert le concept d'autostigmatisation que je ne connaissais pas, qui expliquait du coup beaucoup de choses. J'ai découvert que quand même un tiers des personnes qui ont des troubles psychiques sont touchées par l'autostigmatisation, ce qui est quand même important à prendre en compte, même si l'autostigmatisation a différents degrés, hein, peut être modérée et plus sévère, et que ça ne dépendait pas du diagnostic de la personne en fait. J'ai pu du coup lire que l'autostigmatisation avait des conséquences dévastatrices sur la qualité de vie de la personne, sur l'estime d'elle-même, sur son sentiment d'auto-efficacité, ce que vous avez pu parler tout à l'heure, Julien, sur son pouvoir d'agir, et que du coup, elle était associée à une moindre possibilité de se rétablir. Et du coup, j'ai découvert l'existence de programmes comme NECT, HOPE, et du coup, à partir de ce que j'en ai compris, voilà, on s'en est inspiré pour proposer ce programme d'éducation thérapeutique. Alors, le programme, il a donc été co-construit en 2020. On a fait un groupe de travail, donc j'étais présente. Il y avait aussi le neuropsychologue du Crézerc, Mallory Vincent, l'interne de psychiatrie, Andoni Le Gorburu, qui était là à ce moment-là, et puis 3 pères aidants qui nous ont apporté leur regard, leur avis, en fait, qui était vraiment précieux. Au niveau des objectifs de ce groupe, il y a 2 grands objectifs, hein, c'est de réduire l'autostigmatisation et de mieux vivre
avec la stigmatisation, et puis de favoriser le processus de rétablissement. Du coup, dans ces deux choses-là, ce qu'il va y avoir, c'est le fait de renforcer la capacité des personnes à pouvoir reconnaître les préjugés négatifs envers les personnes qui ont des troubles psychiques et pouvoir aussi les rejeter. L'idée aussi dans les objectifs, ça va être que la personne elle puisse prendre conscience et pouvoir remettre en question les pensées négatives qu'elles peuvent avoir envers elles-mêmes par rapport à la maladie, par rapport à la maladie. Que les personnes aussi elles puissent faire le choix ou non de la divulgation de ces troubles, mais en autodétermination en fait, de manière vraiment consentie et pas subie, on va dire. Ça va être aussi de sensibiliser et favoriser au récit de soi en intégrant des pensées alternatives, des forces de la personne, ses réussites. Ça va être de favoriser et renforcer le pouvoir d'agir, d'avoir une image plus positive de son parcours de vie et de son identité personnelle. Voilà, de favoriser, de consolider l'espoir que la personne a envers l'avenir. Alors, à qui s'adresse le programme toute personne souffrant de troubles psychiques. En fait, le groupe est transnosographique, qui est une participation avant ou non à un groupe d'éducation thérapeutique, ça, c'est pas du tout indispensable. Et donc, c'est proposé aux personnes pour qui on sent en entretien ou pendant les groupes qu'il y a peut-être de l'autostigmatisation quand même, la personne dans ce qu'elle peut dire. Mais ça peut être aussi proposé, comme on propose les différents soins qu'on fait au CRESERC, et si la personne elle est intéressée, c'est aussi OK. Donc avant les séances, il y a un entretien individuel, un entretien de diagnostic éducatif, où on va présenter le programme, et puis on va aborder son vécu, comment elle vit le fait de vivre avec des troubles psychiques. On va parler de la stigmatisation. Est-ce qu'elle a pu vivre des expériences de stigmatisation, de discrimination, ou comment elle voit les choses, et puis est-ce qu'il y a eu de la stigmatisation anticipée aussi, est-ce qu'elle a peur de certaines situations, est-ce qu'elle est dans l'évitement, est-ce qu'elle a tendance à s'isoler du fait de la stigmatisation, et puis quel impact ça a eu la stigmatisation dans sa vie, est-ce que ça l'a empêché de faire certains projets. On va parler aussi dans l'entretien diagnostic éducatif de la divulgation des troubles. Est-ce que c'est OK d'en parler ou pas, est-ce qu'elle a besoin de réponses par rapport à ça, et puis on va parler vraiment de la personne aussi elle-même, quelle image elle a d'elle-même, de son avenir, c'est quoi ses projets pour la suite. Et puis dans l'idéal aussi ce serait de déterminer un objectif SMART, réalisable et assez simple, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs pour les personnes. Et on va leur proposer de passer l'ISMI, dont on parlait tout à l'heure. Au niveau des intervenants, il y a infirmiers, neuropsychologues, père aidant. Alors, la présence des pères aidants est vraiment essentielle. Dans l'idéal, je trouve, à toutes les séances, mais ça peut être aussi de manière ponctuelle. Dans l'idéal, c'est mieux qu'ils soient présents à toutes les séances. Et présence médicale ne me semble pas obligatoire. On a la chance de pouvoir avoir un interne qui peut être présent, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, les séances de 2 heures, une fois par semaine, il y a 8 séances. Et la proposition, c'est de venir une demi-heure avant, pourquoi pas. C'est comme ils le souhaitent, en fait, prendre un café pour discuter de tout, de rien. C'est vraiment un temps de rencontre, un temps de lien avant la séance. Donc, les outils thérapeutiques qui sont utilisés dans cette ETP, donc c'est la psychoéducation, la thérapie cognitivo-comportementale par la restructuration cognitive, et puis thérapie narrative. L'idée, c'est de faire une narration de soi. Pour donner un petit peu plus de détails sur le programme, la séance 1 et 2, séance plutôt psychoéducation, où on va aborder la stigmatisation, la discrimination, qu'est-ce que c'est, et puis l'idée, ça va être de partager sur le vécu. Ça va être aussi de parler des préjugés autour de la schizophrénie, des troubles bipolaires, de la dépression, en apportant des chiffres,
Et l'idée, ça va être de pouvoir contrecarrer un peu les stigmates, de pouvoir rejeter les préjugés. On va parler des différentes manières de réagir par rapport à la stigmatisation. Est-ce que ça va être de l'indifférence scolaire, ou de l'autostigmatisation? Et l'autostigmatisation, qu'est-ce que ça va engendrer pour la personne dans sa qualité de vie, dans son comportement, dans ses pensées, en fait. Les séances 3 et 4, donc séances plutôt de TCC, thérapie cognitivo-comportementale, on va du coup les aider à prendre conscience et à repérer les pensées automatiques stigmatisantes, auto-stigmatisantes, pardon, qu'ils peuvent avoir envers eux-mêmes, de pouvoir voir quelles émotions du coup ça engendre et puis quel comportement ça va avoir aussi. On va aborder les biais cognitifs comme explication aussi, et on va leur proposer surtout une méthode pour trouver des pensées alternatives qui vont avoir une incidence positive par rapport aux émotions ressenties et va leur permettre d'agir autrement peut-être aussi. Séance 5, c'est sur la divulgation des troubles psychiques, donc on va parler des avantages, des inconvénients à parler ou non de ces troubles psychiques, de la question de à qui j'en parle, à qui je ne peux pas en parler, à quel moment j'en parle, par exemple dans une nouvelle rencontre sentimentale, à quel moment, quels mots j'utilise pour nommer ma maladie, voilà, ce que je dis, ce que je ne dis pas. Les séances 6 et 7, donc sur le récit de soi, l'idée, ça va être de les accompagner à l'écriture d'un témoignage, en fait, où la personne, elle va raconter en fait son parcours de vie avec les différents éléments de vie où elle a pu s'appuyer sur des choses, sur ses forces, sur ses compétences pour surmonter ses difficultés, en fait. Donc dans ces 2 séances-là, la présence des parents, je trouvais vraiment essentielle, en fait, à la fois comme témoignage d'abord, puis dans le coping. Et puis, dans ces séances, il y a du soutien mutuel entre participants, parce que l'idée, c'est qu'ils s'aident entre eux, en fait, à rédiger ce récit. La séance 8, dernière séance, du coup, sur les ressources. Face à la stigmatisation, à la fois, il y avait l'idée de partager en groupe, du coup, sur les ressources personnelles, les personnes ressources, les lieux ressources, les activités ressources. Et puis, ça va être de réfléchir aussi, est-ce qu'il reste des situations personnelles qui peuvent être problématiques, et ça va être le groupe va pouvoir donner des idées, des astuces pour faire avec au quotidien. Voilà, tout en filigrane de ces séances, en fait, surtout au début et à la fin, finalement, on va les amener à se connecter à eux-mêmes, en fait, à ce qu'ils sont en tant que personnes. Qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les anime, quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs qualités. Après les séances, il y a un entretien bilan. On va voir ensemble, du coup, qu'est-ce qui a changé depuis l'ETP, en fait. Quelle force, quel outil la personne elle peut mettre en place dans son quotidien. Et puis l'idée, ça va être vraiment de valoriser la personne sur le chemin qu'elle a parcouru, en fait, depuis le début du programme. Et puis de se projeter aussi vers la suite, qu'après l'ETP, en fait, ce mouvement-là, il continue. Et puis, on va reparler aussi de l'objectif qui avait été déterminé dans l'entretien de diagnostic éducatif, sachant que ça peut être l'occasion aussi de se dire l'objectif que je m'étais fixé, par exemple, reprendre confiance en moi, il était peut-être un peu trop large, un peu trop gros, et que du coup, peut-être se fixer pour la suite des objectifs plus réalisables, plus précis, voilà, pour qu'il puisse y avoir aussi de la réussite. Et voilà, j'avais envie de terminer avec les retours des participants de la première session de ce groupe. Donc les personnes, on pouvait dire qu'après le groupe, en fait, pendant le groupe, pour eux, c'était un espace qui leur permettait d'être eux-mêmes, en fait, sans avoir de façade. Et enfin, ils ne se sentaient pas seuls par rapport à certaines pensées. Ça les aidait aussi à mettre des mots sur une souffrance. À prendre du recul et puis à se détacher du regard de l'autre, finalement, pour certains, même à mieux s'accepter, à mieux se connaître. Voilà. Donc voilà, tout ça, ça te donne de la motivation pour continuer, l'expérience enrichissante.
où je trouve qu'on va s'intéresser du coup plus aux personnes en fait, plus qu'à la maladie et aux symptômes. Donc, voilà, j'espère que j'ai pas fait de PowerPoint, donc j'espère que c'est à peu près clair. Vous avez réussi à me suivre. Je vais mettre ça. Merci beaucoup Delphine de ce partage d'expérience. On a eu le partage d'expérience de Magali et puis le partage d'expérience de comment on construit autour de ces questions-là une proposition voilà, en tout cas comment nous on a pu, comment toi, surtout toi et puis les collègues permanentes et les collègues neuropsych du service. Moi j'ai une remarque en fait surtout puisque les remarques, c'est surtout de dire que c'est chouette et inspirant. En fait, je me disais, Magali, il y a un truc qui m'a marqué dans son propos, que j'ai noté d'ailleurs, c'était « j'aurais aimé mieux les informer ». Mes proches, mes collègues, mes moins proches, en fait, au moment où c'était le moment, et peut-être sous-entendu, peut-être que ça aurait été aidant, que ça aurait été différent si elle les avait mieux informés. Est-ce que tu penses que l'ETP stigmatisation permet ça ou il permet d'autres choses? Est-ce que finalement c'est très centré sur toutes les ressources au terme d'auto-stigmatisation, ou est-ce que finalement le fait d'être plus capable d'informer, est-ce que ça permet de mieux informer et de mieux éduquer finalement les proches, les gens qu'on a autour de soi, enfin, que les personnes autour d'elles? Voilà, c'est ma question. J'espère que ça permet qu'en tout cas les personnes elles avancent par rapport à comment elles peuvent expliquer les troubles psychiques, et que du coup, j'ai envie de dire, en fait, plus elles vont en parler et plus ça va informer les gens, et peut-être ça va changer les regards. D'autant plus si la personne, finalement, elle est dans une phase de stabilité. En fait, ça montre aussi quand les gens, en fait, ils vont mieux, ils ne vont pas forcément dire qu'ils ont des troubles psychiques. Alors qu'en fait, s'ils en parlaient quand ils étaient stabilisés, ça prouverait que c'est possible aussi de vivre normalement. Voilà. Il y a Julien qui lève la main. Juste, ça me permet, merci Delphine pour du coup ce retour d'expérience, et merci beaucoup à Magali qui en souhaite un bon rétablissement de son opération. Aujourd'hui pour son témoignage qui était vraiment particulièrement riche, et un énorme point qui ressort du témoignage de Magali, qui est la question qu'elle n'ose pas trop se montrer en colère, elle n'ose pas trop, elle a peur que ça se voit. Et pourquoi? Parce qu'en fait, une personne qui a une pathologie psychiatrique ne pourrait pas être en colère. Au contraire, quand on a une personne, et le parallèle avec le cancer, eh bien, on va dire aux gens, et Luc Vigneault l'exprime particulièrement bien, lui qui a la double expérience de la pathologie psychiatrique et du cancer, en cancérologie, on lui disait exprimez votre colère. Il dit mais non, si j'exprime ma colère, on va m'hospitaliser sous contrainte. Donc c'est aussi pour ça que c'est particulièrement important de pouvoir aborder avec les gens dans les programmes de réduction de la stigmatisation le fait qu'ils ont le droit d'être en colère et qu'ils peuvent l'expliquer, y compris à leurs proches, que quand ils sont en colère parce que leur ordinateur ne marche pas, qu'ils sont en colère parce que telle ou telle raison, ils ont le droit aussi. Et qu'ils n'ont pas à se cacher en permanence de ça. Et de pouvoir le faire remarquer à l'interlocuteur si son attitude change. J'évoquais tout à l'heure le fait que les gens changeaient. Ils se mettaient à parler plus fort, à prendre les gens un peu pour des imbéciles quand ils étaient au courant de leur diagnostic psychiatrique. Ça vaut aussi pour la question de la colère. Et c'est usant pour les personnes d'essayer de cacher en permanence, du coup, cette question-là. Donc c'est un point qui est important pour nous. Et un deuxième point qui était en réaction aussi avec l'intervention du coup de Delphine. Et encore bravo pour la présentation. Sans présentation PowerPoint, c'est jamais forcément évident. La question du souffrir de troubles psychiques. Ça peut paraître un point de détail, un point sémantique,
Mais en tant que soignant, on a très vite des très mauvaises habitudes qui peuvent revenir, et ça m'arrive aussi encore, même si je fais beaucoup attention à ne pas le faire, de ne pas dire patient souffrant de schizophrénie ou personne souffrant de schizophrénie, parce que par là même, on induit que la personne ne pourrait jamais que souffrir et ne pas se rétablir, qui est du coup vivre une vie riche et pleine. Donc c'est particulièrement important d'être vecteur d'espoir à tout moment et de faire attention à tout ce qui pourrait favoriser ça. Oui, je partage. C'est le fait qu'avec les habitudes qu'on a tous de sémantique, de langage, on porte des messages et c'est vrai que c'est toujours chouette de se le faire remarquer par les personnes concernées ou par d'autres personnes qui nous font avancer et nous font changer nos expressions. Marine rebondit. Marine, je suppose très fort que Marine, c'est notre Marine, entre guillemets, c'est-à-dire notre collègue père aidante du service, qui nous dit réhabilitons la colère, soyons en colère, une colère non exprimée peut pourrir en dépression. Donc, effectivement, c'est aussi prendre soin de soi que de pouvoir exprimer ses émotions et qu'on a le droit d'avoir des émotions fortes, quel que soit son diagnostic ou pas, d'ailleurs. Donc voilà, il y avait plusieurs questions. Peut-être en prendre. Quelqu'un te demande à Julien tes références du point de vue épistémologique. Alors j'avoue que peut-être c'est peut-être un peu large comme question. Mais du coup, j'associe avec sur quoi le rétablissement finalement se base, le mouvement du rétablissement d'un point de vue du soin, sur quoi se base-t-il? Parce que j'élargis peut-être un peu, en tout cas, je reformule avec ce que moi j'aimerais poser comme question autour de ça. On se base sur quoi en fait? Parce que finalement, il a beaucoup été questionné de dire oui, vous voulez remettre tout le monde au travail, finalement. Oui, vous voulez finalement, dans quoi ça s'inscrit en termes de références peut-être multiples sur le plan épistémologique, mis à part le fait que c'est d'abord des personnes concernées qui ont porté le mouvement initialement dans les années 80. C'est d'abord un mouvement militant de personnes concernées, survivants de la psychiatrie, mais entre guillemets. Mais est-ce que toi, tu aurais une réponse à ça? Moi, j'avoue que j'en ai pas des masses. En tout cas, j'ai jamais réfléchi à la question sur ce mode-là. Peut-être que tu as d'autres réponses éventuellement. Alors, merci pour la question et puis pour la reformulation. Alors, ça fait écho à un article que j'ai publié récemment dans Schizophrénia Bulletin sur la nature du rétablissement, justement. Rétablissement clinique versus rétablissement personnel et la nature entre les deux, la nature de leur relation dans le temps. Est-ce que l'un prédit la stabilité de l'autre ou pas? Et est-ce que les deux sont distincts? Et est-ce qu'ils s'influencent mutuellement? Parce que du coup, le rétablissement, effectivement, comme tu le dis, c'est à la fois le mouvement des usagers, le rétablissement défini personnellement, les survivants de la psychiatrie qui ont amené ces éléments-là, et le rétablissement a été perçu par les cliniciens plutôt sur un mode clinique, disparition des symptômes, amélioration du fonctionnement, rémission totale des symptômes et vie autonome avec emploi ou études pendant au moins 2 ans, ce qui peut être assez restrictif sur la définition du rétablissement clinique. Et ces deux conceptions sont longtemps opposées en évoluant de façon semi-indépendante avant qu'il n'y ait un consensus au cours des dernières années où finalement tout le monde s'est mis autour de la table, les chercheurs, les cliniciens, les personnes concernées, les aidants, y compris aux États-Unis, les personnes qui dirigeaient les hôpitaux, pour finalement essayer de rechercher un peu un consensus et se dire est-ce que le rétablissement, c'est pas l'ensemble des deux? C'est pas à la fois des éléments objectifs, parce que bien sûr que si on a moins de symptômes, on peut avoir une meilleure qualité de vie, mais aussi des éléments subjectifs comme l'espoir, le fait de ne pas avoir de dépression, d'avoir une bonne qualité de vie, d'avancer dans le rétablissement. Et ce qu'on a montré dans l'article, c'est que quand on regarde au début d'un parcours, là, en l'occurrence dans les centres experts schizophrénie, on voit que si on regarde le rétablissement clinique et le rétablissement personnel, c'est complètement l'opposé. Le rétablissement personnel, les gens ne sont pas du tout différents des personnes qui ne sont rétablies ni cliniquement ni personnellement, sauf sur la dépression et la qualité de vie qui sont préservées. Par contre, en termes de symptômes, de fonctionnement, elles ont un fonctionnement qui va être aussi altéré que les personnes qui ne sont pas rétablies du tout. Et du côté du rétablissement clinique, c'est l'inverse. En fait, on va avoir forcément peu de symptômes, un bon fonctionnement psychosocial. Par contre, elles ne vont pas être différentes des personnes qui ne sont pas rétablies du tout sur le plan de la dépression
et de la qualité de vie. Et quand on regarde dans le temps, on s'aperçoit que les personnes qui sont rétablies personnellement au début de leur parcours au centre expert schizophrénie ont 5 fois plus de probabilité de rester rétablies cliniquement, et que c'est vrai aussi dans l'autre sens. Les personnes qui sont rétablies cliniquement ont beaucoup plus de chances de rester aussi, d'être aussi rétablies personnellement au bout d'un an. Donc les deux, il faut cibler vraiment les deux. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un, et il faut harmoniser les conceptions du rétablissement. C'est pas un qui a raison, le clinicien qui a raison dans sa définition, ou la personne concernée qui a raison dans sa définition. C'est une définition globale sur laquelle il faut avoir un langage commun. Merci beaucoup. Je voulais juste, j'avais une question, enfin rebondir un peu sur le programme de Delphine, juste pour souligner à quel point la richesse de ce qui se passait, et peut-être, il y a eu plusieurs questions tout à l'heure sur ETP, déstigmatisation, etc., ETP et stigmatisation en général, enfin, sur ce programme-là. Peut-être partager l'expérience qui a été la nôtre, en fait, au CRESER, qui est que c'est par le fait d'animer d'abord des programmes d'éducation thérapeutique qu'on a commencé à s'orienter vers une approche rétablissement. En fait, c'est la pratique de l'ETP avec ce que ça suppose comme manière de s'adresser aux personnes, de manière de donner la parole aux personnes, de manière de se mettre dans une position très horizontalisée, très partage, très dévoilement pour les soignants qui étaient là, très co-animation par des personnes, des pères aidants, des personnes concernées. Et c'est cette approche-là qui nous a, permis de commencer petit à petit à être de moins en moins mauvais, en tout cas d'essayer, en tout cas d'aller vers ça, vers une posture établissement. Et peut-être que c'est surtout ça enfin, moi, que je trouve être l'ETP déstigmatisation, finalement, il continue ce mouvement-là en se ciblant, en se disant on s'en fiche de faire de l'ETP sur une maladie ou une problématique ou voilà, alimentation, etc. Là, c'est vraiment de prendre l'objet ETP comme étant un moyen de contribuer au rétablissement par les modalités de communication, par les modalités d'animation, et finalement de faire quelque chose qui est très contre-intuitif. Il y a plein de gens qui croient que l'ETP c'est descendant et on apprend aux gens comment il faut faire, etc. Et c'est exactement l'inverse. Et je trouve que dans ce programme-là, Delphine, il y a vraiment ce cœur-là. Et c'est ça qui, en tout cas moi, mon hypothèse, c'est que ça produit du rétablissement au même titre et de la déstigmatisation à ce service-là, au même titre que le contenu en fait du programme, et même si évidemment c'est passionnant. Juste un point, ce qui est là où je te rejoins totalement, Marion, ce type de programme est capital, et le fait qu'il ne soit pas ciblé sur une pathologie ou une problématique particulière, c'est clé, qu'il y ait des pères aidants qui interviennent aussi. Et il y a toute cette question de comment faire, et c'est une question qui se pose dans tous les endroits où il y a des groupes sur la réduction de l'autostigmatisation, comment faire pour que tout ce qui se travaille dans les séances soit aussi repris par les référents de parcours de la personne et par les autres personnes, les autres professionnels qui gravitent autour de la personne concernée dans le centre. Parce que sinon, ça localise là encore le problème dans l'individu qui a fait un groupe pour apprendre à ne pas s'auto-stigmatiser. Et là encore, il faut pouvoir arriver à généraliser ça à l'ensemble des professionnels de l'équipe. Et du coup, je suis assez curieux de savoir comment, Delphine, tu as fait. C'est bon? J'ai pas bien écouté la question, je suis désolée. Parce que je vais répondre. Je coupe. Ça pose la question de la manière de l'étanchéité des centres de réhab par rapport au reste du monde aussi. En fait, ça c'est une vraie question de comment on permet aux gens à transférer à l'extérieur le transfert en vie quotidienne et le transfert aux autres intervenants. Et donc, c'est vrai qu'on parlait du macro et du micro. Effectivement, chaque programme micro de rétablissement, de réhab, de déstigmatisation a besoin
de s'exporter en fait, de s'étendre, de faire tache d'huile et puis d'essayer de contribuer. Donc c'est vrai que ça pose la question plus largement, je pense, de comment on fait pour pouvoir exporter ce qui se fait pour chaque personne, ce qui se fait au sein de chaque groupe vers l'extérieur et vers les aidants, les accompagnants. Peut-être la réponse, c'est de la vigilance à systématiquement proposer des concertations avec soit quand il y a des aidants qui sont là, ou bien des familles, ou bien des accompagnants sur le plan du médico-social, etc. Je pense que c'est surtout ça. Alors, c'est un peu au cas par cas, qu'on n'a pas de réponse ferme et définitive sur ce programme-là en particulier. C'est plus une question qu'on se pose en permanence pour chaque personne de comment on fait pour transformer l'essai. En gros, tu parlais de Remède Rugby, mais comment on fait pour en faire quelque chose qui sorte des murs, parce que faire de la réhab au sein d'un centre de réhab avec l'étanchéité, je dis toujours ça, mais c'est comme jouer à des jeux vidéo et s'améliorer et gagner des niveaux, quoi. Enfin, voilà, c'est toujours cette image-là. En remédiation, c'est encore plus parlant, mais ça vaut pour tout, en fait. C'est-à-dire être bon, se rétablir tout seul dans une bulle, c'est jamais suffisant, en fait. Et donc voilà, nous, c'est concertation et surtout les aidants qui sont présents à chaque programme de TP. En fait, il y a toujours une dernière séance avec les aidants des familles, en fait, famille ou amis ou colocs ou profs de guitare ou ce qu'on veut, qui sont les aidants de la personne. Souvent, ils sont conviés à la dernière séance de TP en général. Je pense qu'effectivement, c'est vrai. Le vrai enjeu, déjà, comment ça se diffuse d'un coup. C'est bon, j'ai mis du son. Ouais. C'est bon, vas-y. Comment ça se diffuse déjà dans la propre équipe. Et c'est important de s'interroger régulièrement sur nos propres représentations, puisqu'on peut vite parfois s'écarter un petit peu. Comment faire, et je rejoins aussi du coup à la fois ta remarque et celle de Lee sur le fait de pouvoir aussi sortir à la fois des murs de l'hôpital et du système de santé mentale et pouvoir proposer des choses qui se font le plus possible dans le milieu de la personne et qui la sortent du coup effectivement de son rôle de malade. Et notamment les job coachs ont aussi tout ce lien-là avec la question de l'insertion professionnelle. Mais c'est vrai que c'est vraiment aussi tout cet enjeu. Comment faire pour que la réduction de l'autostigmatisation et de la stigmatisation soit l'affaire de tous, et surtout qu'on n'oublie pas la question de la stigmatisation dans tous les éléments de l'autostigmatisation, et que si la personne n'est pas discriminée en études, n'est pas discriminée en emploi, n'est pas discriminée dans son logement, elle ne va pas s'autostigmatiser, ou elle va se désautostigmatiser, c'est-à-dire se rétablir beaucoup plus facilement et rapidement. Donc aussi aller former l'ensemble des professionnels de santé mentale, mais aussi de santé physique, qui sont souvent bien intentionnés, mais qui ne connaissent pas, et qui ont plein de représentations négatives qui s'affichent dès qu'ils sont au courant d'un diagnostic, alors qu'ils ne les auraient pas eu auparavant. Tout à fait. Je pense que communiquer, faire connaître, faire comprendre, je pense que c'est une des clés, effectivement, en sortant aussi des murs des centres de soins, mais je pense que c'est aussi les autres, les non-soignants, les accompagnants du social, du médico-social, qui seront les potes aussi, les copains de fac, les copains de lycée, qui seront des pourvoyeurs de déstigmatisation. Voilà, j'ai cette croyance, voilà, en tout cas, que c'est aussi par autre chose que le soin que ça passera. Pour autant, on est content d'avoir cette offre et de pouvoir l'évaluer et de pouvoir voir des petites pousses qui germent chez les patients qui sont accompagnés par ces programmes. Et c'est chouette de voir comment on peut construire collectivement avec les aidants ce type de programme. Il est 17h. Je vous remercie tous. Je n'ai pas pu prendre toutes les questions parce que voilà, c'était en visio 2 heures, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de pouvoir poursuivre cette discussion pour ceux qui ont envie de passer, ceux de la région, en tout cas Pays de la Loire, qui veulent venir à la 20e journée du CREPSI. Je crois qu'on a encore le droit de s'inscrire de lundi prochain. Après, il y a toujours plein d'espaces pour échanger, des bibliothèques de livres vivants, des semaines de santé mentale qui nous aident aussi à pouvoir porter ces paroles-là. Je vous remercie vraiment beaucoup, Julien, Delphine, Magali aussi, à qui on fait un petit signe.
On espère que tout s'est bien passé pour elle. Et puis merci de votre participation à tous, à toutes les équipes qui étaient derrière des écrans noirs, là, tous les groupes, les GEM, tout le monde. Donc, prochain goûter de la réhab, ce sera en janvier. Je ne sais plus, 17 janvier, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est un lundi en janvier, vers la mi-janvier. Ce sera sur la thématique de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes qui souffrent, qui vivent avec des troubles psychiques graves et invalidants, source de handicap en tout cas. Et donc voilà, donc ce sera, on n'a pas encore tous les intervenants, il est possible qu'il y ait des intervenants outre-Atlantique, je laisse le suspense, mais comme je n'ai pas de confirmation définitive, je ne vais pas trop vendre la mèche pour le moment. Merci pour tout, merci Julien, merci Delphine, et puis bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci à tous, à bientôt. À bientôt, au revoir.